Le 3 septembre 1977, à Brazzaville, une décision politique bouleverse soudainement le destin de milliers de personnes. Sur ordre direct du président Joachim Yombi Opango, près de 5000 étrangers vivant au Congo sont arrêtés, emprisonnés, puis expulsés dans les semaines qui suivent. Parmi eux, près de 3000 Sénégalais, installés depuis des années dans le pays, voient leur quotidien basculer du jour au lendemain. Certains, nés et élevés au Congo, ne connaissent leur pays d'origine qu'à travers les récits de leurs parents. Cette expulsion massive intervient dans un contexte politique troublé. 5 mois auparavant, Joachim Yombi Opango avait accédé à la présidence à la suite de l'assassinat brutal de son prédécesseur, Marien Ngouabi. Cherchant à affirmer son autorité dans une période de tension et de suspicion généralisée, il cible particulièrement les ressortissants ouest-africains accusés d'activités économiques illicites et de séjours irréguliers. Ainsi commence un exil forcé pour ces Sénégalais du Congo, déracinés brutalement et confrontés à une réalité paradoxale. Revenir dans leur pays d'origine, mais se sentir pourtant étrangers sur cette terre censée être la leur. Parmi ces milliers de Sénégalais forcés de quitter précipitamment le Congo, se trouvait Souleymane. Né et élevé à Pointe-Noire, il n'avait jamais connu d'autre terre que celle du Congo-Brazzaville. Divorcé de sa femme, avec qui il avait eu 3 enfants, et qui avait décidé de rentrer au Sénégal avec eux, il vivait désormais seul. Son existence était simple et tranquille. Il occupait un appartement ainsi qu'une petite boutique située dans la parcelle appartenant à Monsieur Makaya, un fonctionnaire d'État qui avait une vie confortable et stable. Celui-ci avait aménagé sa parcelle de manière judicieuse. Un appartement pour le logement à l'arrière et une boutique à la devanture, le tout loué à Souleymane. Durant toutes ces années passées ensemble, une relation de confiance et de respect s'était établie entre le locataire sénégalais et son bailleur congolais. Souleymane était un locataire modèle, reconnu pour sa ponctualité exemplaire dans le paiement de son loyer et apprécié pour sa gentillesse et sa discrétion. Monsieur Makaya avait fini par s'attacher sincèrement à ce commerçant calme, modeste et discret, qui n'avait jamais causé le moindre souci. Mais la brusque décision du président Yombi Opango venait de changer brutalement la donne. Du jour au lendemain, Souleymane se retrouvait contraint de quitter le pays où il avait construit toute sa vie. La nouvelle de son départ forcé affecta profondément Monsieur Makaya, qui n'arrivait pas à imaginer sa parcelle sans Souleymane. Il ressentait de l'amertume devant cette décision politique imposée par les circonstances, mais il ne pouvait rien y faire. Un matin, alors que la situation devenait urgente et que les étrangers n'avaient plus d'autre choix que de quitter immédiatement le Congo, Souleymane vint frapper doucement à la porte de Monsieur Makaya. Ce dernier fut surpris, car il n'était pas habitué à voir son locataire aussi préoccupé et sérieux. Souleymane, d'ordinaire discret, semblait porter en lui le poids d'un lourd secret. Après les salutations habituelles, Souleymane, d'une voix hésitante mais déterminée, lui déclara « Monsieur Makaya, vous savez bien ce qu'il se passe dans le pays. Nous n'avons plus d'autre choix que de partir. Mais avant mon départ, il y a quelque chose d'important que je dois absolument vous dire. J'ai une situation délicate à vous soumettre, et je crains que ce que je vais vous révéler ne vous surprenne profondément. » Monsieur Makaya, intrigué par la solennité inhabituelle de Souleymane, fronça légèrement les sourcils. Jamais il n'avait vu son locataire aussi préoccupé. Jamais Souleymane ne lui avait laissé entrevoir une quelconque difficulté personnelle auparavant. « Souleymane, » répondit-il d'une voix rassurante, « tu sais que tu peux tout me dire. Cette nouvelle d'expulsion me fait déjà assez mal comme ça, car tu es un locataire exemplaire. Alors dis-moi ce qui te tourmente tant. Quelle que soit ta situation, si je peux t'aider, je n'hésiterai pas une seconde. » Souleymane prit une profonde inspiration. Ce qu'il s'apprêtait à révéler, il ne l'avait jamais confié auparavant à personne. Pourtant, à ce moment précis, face à cette urgence qui s'imposait à lui, il n'avait plus d'autre choix que d'ouvrir son cœur et révéler toute la vérité à son bailleur, en espérant sincèrement être compris. Souleymane prit une profonde inspiration et commença lentement à dérouler son récit. Il expliqua à Monsieur Makaya comment sa famille était arrivée au Congo-Brazzaville des années auparavant. Son père, Abdoulaye, était parti très jeune du Sénégal pour tenter sa chance au Congo, bien avant même d'avoir eu des enfants. Arrivé sans grande richesse, il avait démarré de modestes activités commerciales, ouvrant au fil du temps plusieurs boutiques à Pointe-Noire, à Brazzaville et ailleurs dans le pays. Peu à peu,
Abdoulaye avait bâti un véritable empire, devenant l'un des hommes d'affaires étrangers les plus prospères du Congo. Dans cet environnement favorable, Abdoulaye avait fondé une famille, dont Souleymane était l'aîné des enfants. Ce dernier grandit au Congo, à l'abri des difficultés financières, formé dès son adolescence par son père aux affaires familiales. Lorsque vint le moment pour Abdoulaye de passer la main, fatigué par l'âge et la maladie, c'est Souleymane qui reprit les rênes de l'entreprise familiale. Avec détermination, il fit prospérer davantage les affaires de son père, ouvrant de nouvelles boutiques, multipliant les investissements et étendant l'influence familiale au-delà de ce que son père avait pu imaginer. Abdoulaye mourut peu après, laissant à son fils un patrimoine conséquent que celui-ci continua de gérer habilement avec ses frères. Alors que Souleymane évoquait cette fortune considérable, M. Makaya restait bouche bée. Jamais il n'aurait pu imaginer que son modeste locataire était en réalité à la tête d'une telle richesse. Choqué, M. Makaya l'interrompit d'une voix incrédule. « Souleymane, je dois avouer que je suis profondément surpris. Toutes ces années, tu as vécu sous mon toit avec une telle simplicité et une telle humilité. Jamais je n'aurais imaginé que tu étais si riche, si influent. Ta modestie m'impressionne vraiment, mais aujourd'hui, je suis encore plus surpris par cette révélation. » Souleymane sourit tristement avant de poursuivre. « Je comprends ta surprise, Monsieur Makaya. Si aujourd'hui je t'ai révélé tout cela, c'est parce que je n'ai pas le choix. Nous sommes obligés de partir immédiatement et dans la précipitation, j'ai été contraint de vendre précipitamment toutes nos boutiques et affaires. Tu sais que nous ne pouvons pas traverser la frontière avec tout cet argent liquide. Voilà pourquoi je suis venu te voir aujourd'hui. » Il s'interrompit un instant, laissant planer un silence lourd de sens, puis reprit d'une voix plus basse. « Je voudrais te confier quelque chose d'extrêmement précieux. Je possède actuellement une grande mallette remplie d'argent. Cet argent, je ne peux l'emporter au Sénégal. Les autorités ne me laisseraient jamais quitter le pays avec une telle somme. C'est pour cela que je viens solliciter ton aide. J'aimerais que tu gardes cet argent avec toi pendant un certain temps, 7 ans au maximum. » Les yeux écarquillés, M. Makaya demeura bouche bée, figé par l'ampleur de la demande. Il balbutia embarrassé. « Souleymane, c'est incroyable ce que tu me demandes. Je comprends mieux ta situation maintenant, mais une telle somme, ce doit être des millions, voire peut-être même des milliards. Où pourrais-je bien garder une telle somme sans éveiller les soupçons ? » « Écoute, Monsieur Makaya, » répondit Souleymane avec calme et détermination. « J'ai déjà réfléchi à cela. Je connais bien ta parcelle, je connais la disposition des lieux. Ce que nous ferons est simple et discret. Nous allons enterrer cette mallette chez toi, précisément dans ton appartement. Je vais creuser un trou, y déposer la mallette, couler une couche de béton par-dessus et replacer les carreaux exactement comme avant. Personne ne pourra imaginer ce qu'il y a dessous. Mais je pose une seule condition. Tu seras la seule personne informée de cette opération. Personne d'autre ne devra être au courant. Absolument personne. » M. Makaya resta silencieux, profondément ébranlé par cette demande hors du commun. Mais après quelques secondes de réflexion, il acquiesça. « Bien sûr, je comprends ta précaution. J'accepte ta proposition. Mais il faut être prudent, Souleymane. Moi, j'ai pleinement confiance en toi, mais toi, je comprends que tu n'aies pas confiance en ma famille. C'est logique. Demain matin, mes enfants seront partis à l'école et ma femme ira au marché. Nous aurons donc le temps et l'espace nécessaires pour réaliser discrètement cette opération. Je ferai en sorte de tenir tout le monde à distance. » Souleymane poussa un profond soupir de soulagement et esquissa un sourire reconnaissant. « Merci infiniment, Monsieur Makaya. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Après avoir fixé le rendez-vous pour le lendemain matin, les deux hommes se séparèrent avec une discrétion totale, conscients de l'importance vitale du secret qu'ils venaient de partager. La suite des événements reposait désormais sur la prudence absolue de leur accord. Le lendemain matin, comme convenu, M. Makaya s'assura que tout soit en ordre pour mener à bien l'opération discrètement. Il envoya Bwanga, sa femme, au marché avec une longue liste de courses à faire, suffisamment chargée pour lui prendre toute la matinée. Ses enfants, quant à eux, partirent à l'école sans se douter de quoi que ce soit. Profitant ainsi du calme de la maison vide, Makaya et Souleymane se mirent immédiatement au travail. Ils pénétrèrent dans l'appartement de Makaya et, avec prudence mais détermination, commencèrent à casser soigneusement les carreaux du sol, à l'endroit exact qu'ils avaient convenu. Ils creusèrent ensemble un trou suffisamment profond pour y placer la grosse mallette remplie d'argent. Lorsque tout fut prêt,
Suleiman déposa délicatement la mallette dans le trou avant que les deux hommes ne rebouchent minutieusement l'ouverture avec de la terre, puis du béton frais. Enfin, ils remplacèrent les carreaux par de nouveaux, identiques, faisant disparaître toute trace de leur opération secrète. À peine quelques heures plus tard, lorsque Bouanga rentra chez elle, elle remarqua aussitôt les carreaux fraîchement posés. Makaya anticipa immédiatement ses questions. « Tu sais, pendant ton absence, en essayant de déplacer un meuble, nous avons fait une mauvaise manœuvre. Les carreaux se sont cassés accidentellement. Voilà pourquoi on a été obligé de tout refaire. Ne marche pas dessus avec les enfants pendant quelques jours, le temps que tout sèche parfaitement. » Son explication passa sans difficulté, et Bouanga, convaincu, ne posa aucune autre question. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Par la suite, Suleiman et Makaya procédèrent à la dernière partie de leur accord. Makaya fournit à Suleiman les photocopies de ses documents essentiels, livrets, passeports, actes de naissance et cartes de travail. Suleiman prépara soigneusement une décharge écrite que Makaya signa, reconnaissant explicitement avoir accepté de garder l'argent de son ami pendant une période maximale de 7 ans. Ces précautions étaient nécessaires, car personne ne savait ce que l'avenir leur réservait. Durant les jours suivants, Suleiman finalisa son départ. Il vendit rapidement tout ce qui restait dans sa dernière boutique située chez Makaya. Les marchandises et équipements furent liquidés à bas prix. Monsieur Makaya préféra ne plus louer cette boutique à quelqu'un d'autre. Au fond de lui-même, il gardait l'espoir secret que Suleiman reviendrait bientôt récupérer sa place. Ce départ lui causait un pincement au cœur et il ne voulait surtout pas accueillir quelqu'un d'autre dans ce lieu chargé de souvenirs. Le jour du départ arriva. Suleiman fit ses adieux à Makaya et à Bouanga, les remerciant sincèrement pour toutes ces années de cohabitation paisible. Puis, sans se retourner, il quitta le Congo-Brazzaville, laissant derrière lui une part essentielle de sa vie cachée sous les carreaux de la maison de Makaya. Les jours devinrent des mois, et les mois des années. Makaya continua sa vie tranquillement, sans jamais parler à quiconque de la mallette enterrée chez lui. Suleiman, lui aussi, avait gardé un silence absolu. Ni ses frères, ni ses proches n'étaient au courant du secret confié à Makaya. Une année passa, puis 2, puis 3, sans aucune nouvelle de Suleiman. Makaya commençait à perdre espoir. Peut-être son ami avait-il rencontré des problèmes au Sénégal? Pourtant, il s'accrochait à l'idée que les 7 années convenues n'étaient pas encore écoulées. Mais après 3 ans, Makaya prit sa retraite. Habitué à un certain confort, il vit rapidement ses revenus diminuer. Les premiers mois, il parvint encore à tenir grâce à sa pension. Mais très vite, son niveau de vie devint difficile à maintenir. 4 années après le départ de Suleiman, Makaya était désormais confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. La précarité. Face aux difficultés croissantes, une idée dangereuse commença à germer dans son esprit. Chaque jour devenait plus pénible à supporter, chaque nuit plus angoissante. Un matin, incapable de contenir davantage sa détresse, il s'assit seul dans son salon, rongé par l'inquiétude. Voilà déjà 4 ans que Suleiman est parti. Il n'a jamais donné signe de vie. Peut-être ne reviendra-t-il jamais. Je ne peux pas mourir de faim alors que sous mes pieds se trouvent des millions. Non, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Pendant plusieurs jours, Makaya essaya de combattre cette tentation, cette envie grandissante de rompre l'accord. Mais la nécessité fut plus forte que lui. Un matin, il se décida enfin. Armé d'un marteau et d'un burin, Makaya commença à casser les carreaux, puis à briser le béton pour déterrer la mallette qui dormait là depuis 4 ans. Alertée par le bruit, Bouanga entra dans la pièce, stupéfaite par ce qu'elle voyait. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, interloquée. « Que caches-tu dans ce trou ?» Makaya, essoufflée, lui expliqua toute l'histoire. Suleiman m'avait confié cette mallette d'argent avant de quitter le pays. Il m'avait demandé de la garder secrètement pendant 7 ans, en attendant qu'il puisse revenir la récupérer. Mais regarde comment nous souffrons aujourd'hui. Je suis certain qu'il ne reviendra pas. Nous n'avons plus d'autre choix. Bouanga resta silencieuse quelques secondes avant de répondre d'un ton ferme mais inquiet. « Ce que tu veux faire là est très dangereux. Suleiman t'a confié cette somme parce qu'il avait confiance en toi. Si un jour il revenait, imagine ce qu'il ressentirait en voyant que tu l'as trahi. Ce serait terrible. Je t'en prie, ne fais pas ça. » Malgré les mises en garde de Bouanga, Makaya sentait qu'il n'avait plus le choix. L'instinct de survie l'avait déjà poussé trop loin pour reculer désormais.
Après plusieurs heures de travail acharné, Makaya parvint enfin à libérer la mallette de son emprise de béton et de terre. Épuisé, il s'agenouilla pour souffler, essuyant la sueur qui perlait sur son front. La mallette était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. Il la hissa hors du trou avec difficulté, la traînant légèrement sur le sol avant de l'adosser contre le mur du salon. Il l'observa un instant, la main posée sur le couvercle, hésitant. C'était un simple coffre en métal renforcé, mais doté d'un système de verrouillage à code et d'un gros cadenas. Un frisson lui parcourut l'échine. Suleiman ne lui avait jamais parlé de cette sécurité. Pourquoi une telle précaution? Il tenta plusieurs combinaisons de chiffres, essayant au hasard des dates ou des suites logiques. Rien ne fonctionna. Exaspéré, il prit une profonde inspiration avant de prendre une décision radicale. Il se leva brusquement et alla chercher une hache. Cette fois, il frapperait. Il damerait jusqu'à ce que le verrou cède. Lorsque le premier coup de hache résonna dans la maison, Bwanga, qui était en train de vaquer à ses occupations dans la cuisine, accourut en entendant le bruit assourdissant. En découvrant la scène, son cœur se serra. « Makaya, tu as vraiment fait ça? Tu l'as déterré malgré tout ce que je t'ai dit ?» Makaya, le souffle court, s'arrêta un instant. « Bwanga, ce que j'ai commencé, je ne peux plus reculer. Je ne vais pas mourir de faim alors que cet argent dort sous mon toit. »« Mais tu ne comprends pas? Cet argent ne t'appartient pas. Tu es en train de trahir la confiance de Suleiman. »« Je vais juste prendre un peu, Bwanga. Juste de quoi nous sortir de cette misère. Ensuite, je replacerai tout. » Voyant que son mari était déterminé, Bwanga soupira et se détourna, retournant à la cuisine. « Fais ce que tu veux, mais ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. » Makaya ne perdit pas une seconde. Il brandit la hache et, dans un bruit métallique assourdissant, il abattit plusieurs coups sur le cadenas et le verrou à code. Il insista, cognant sans relâche, jusqu'à ce que le métal plie sous la force de ses assauts. Dans un dernier coup, la mallette s'ouvrit brusquement. Makaya se redressa immédiatement, comme s'il avait été brûlé. Il fixa le contenu de la mallette avec des yeux écarquillés. Puis, d'un geste rapide, il referma violemment le couvercle. Le souffle saccadé, il recula de quelques pas, comme si ce qu'il venait de voir était trop terrifiant pour être réel. « Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il resta figé un instant, le regard hagard, cherchant son souffle. Puis, lentement, il s'approcha à nouveau de la mallette et, d'une main tremblante, souleva à nouveau le couvercle. Une quantité astronomique de billets de banque remplissait la mallette. Il y avait là une fortune inimaginable, une somme qu'il n'aurait jamais pu amasser en une vie entière. Des liasses empilées, soigneusement rangées, portant encore l'odeur du papier neuf. Mais ce n'était pas cela qui l'avait terrifié. Posé au sommet des billets, trônait un crâne humain, blanchi par le temps, dont les orbites vides semblaient fixer Makaya avec une intensité surnaturelle. Un frisson glacial parcourut son corps. Il sentit son estomac se nouer. Pourquoi Suleiman lui avait-il confié une mallette avec un crâne? L'espace d'un instant, 1000 pensées se bousculèrent dans sa tête. Était-ce un objet mystique? Un rite de protection? Un avertissement? Il resta figé pendant plusieurs minutes, fixant l'os humain, les mains moites, la respiration saccadée. Puis, réalisant qu'il devait agir, il referma précipitamment la mallette. Cet argent, il ne pouvait pas le toucher ainsi. Pas avec ça dedans. Il chercha un sac en toile, y glissa soigneusement le crâne, puis referma le tout avant de dissimuler la mallette dans un coin discret du salon. Prenant une dernière inspiration, il se dirigea vers la porte et interpella Bwanga. « Je sors. » Bwanga le regarda avec méfiance. « Pourquoi faire? »« Juste pour m'occuper d'un truc. En mon absence, ne laisse personne toucher à la mallette. »« Makaya, qu'est-ce que tu mijotes encore? Tu as ouvert la mallette, n'est-ce pas? » « Oui, j'ai réussi à l'ouvrir, mais je n'ai encore rien pris. »« Et pourquoi tu sors alors? »« Laisse-moi, Bwanga. C'est mieux que tu ne saches pas. » Sans attendre de réponse, il sortit de la maison, serrant le sac dans ses mains. Il se dirigea vers un coin du quartier où se trouvait une grande poubelle publique, un endroit où personne ne prêterait attention à ce qu'il faisait. Sans hésitation, il jeta le sac contenant le crâne au fond de la benne. Il souffla un instant, observant la rue autour de lui, puis rebroussa chemin, soulagé d'avoir débarrassé sa maison de cette présence troublante. De retour chez lui, il s'assit quelques instants, tentant de reprendre ses esprits. Il finit par retourner voir la mallette, comme pour s'assurer que tout était encore là.
Il souleva à nouveau le couvercle et contempla l'argent. « Demain, murmura-t-il, demain, je commencerai à l'utiliser. » Il referma soigneusement la mallette et alla dormir. Mais lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, décidé à prendre quelques liasses, une vision cauchemardesque l'attendait. Lorsqu'il ouvrit la mallette, le crâne était revenu, exactement au même endroit, posé au sommet des billets, comme si rien ne s'était jamais passé. Makaya sursauta, reculant brusquement, les yeux écarquillés. Impossible. Son cœur battait la chamade. Il était certain de l'avoir jeté la veille. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Terrifié, il referma immédiatement la mallette et sortit précipitamment de la maison. Cette fois-ci, il ne prendrait aucun risque. Il fourra le crâne dans un nouveau sac, puis prit un transport en commun vers un endroit isolé, bien plus éloigné que la veille. Il se rendit à la décharge publique de la ville, là où s'entassaient les déchets toxiques, les immondices et les vidanges des fosses septiques. Un endroit où plus rien ne pouvait être récupéré. D'un geste rapide, il balança le sac au fond du ravin, s'assurant qu'il disparaissait sous une montagne de détritus en décomposition. « Cette fois-ci, c'est fini », murmura-t-il pour lui-même. Rassuré, il rentra chez lui, s'accorda une pause, puis décida d'attendre jusqu'au lendemain avant de toucher à l'argent. Mais une question le hantait désormais. Et si, demain, le crâne revenait encore? Makaya ouvrit les yeux ce matin-là, avec une lourdeur inhabituelle dans le corps. Il resta allongé quelques instants, fixant le plafond, une sensation étrange pesant sur sa poitrine. Il savait que quelque chose l'attendait, quelque chose d'inévitable. Lentement, il se leva et se dirigea vers le salon. Devant lui, la mallette trônait toujours au même endroit. Il hésita, posa une main tremblante sur le couvercle et prit une profonde inspiration. Il l'ouvrit. Son cœur rata un battement. Le crâne était revenu, posé exactement au même endroit, sur les billets, comme s'il n'avait jamais été déplacé. Makaya recula brusquement, un frisson glacial parcourant son échine. Il porta une main tremblante à sa bouche, fixant l'os blanchi avec effroi. C'était impossible. Il l'avait jeté loin, à plusieurs kilomètres de la maison, dans une décharge où personne ne pouvait le retrouver. Et pourtant, il était là. Sa respiration s'accéléra. Il commença à tourner en rond, le front perlé de sueur, tentant de comprendre. « Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal », murmura-t-il. Il réalisa que tant que ce crâne serait là, il ne pouvait pas toucher à l'argent. Il en était certain. Quelque chose de mystique entourait cette mallette. Il devait se débarrasser du crâne, une fois pour toutes. Une idée germa alors dans son esprit. Pointe-Noire était une ville bordée par l'océan. L'eau salée était réputée pour annuler les effets mystiques. Si le crâne revenait toujours après l'avoir jeté sur la terre ferme, peut-être que l'immerger dans l'océan briserait enfin cette étrange malédiction. Il attrapa un sac, y fourra le crâne et sortit discrètement. Il prit un bus en direction du rivage, le regard fixé sur la route, le cœur battant à tout rompre. Arrivé près de la mer, il marcha un moment le long de la plage, cherchant un endroit isolé. Il ne voulait pas attirer l'attention. Lorsqu'il trouva enfin un coin désert, il ouvrit le sac, sortit le crâne et le contempla une dernière fois. Cette fois-ci, c'est fini. Sans hésiter, il lança le crâne de toutes ses forces dans l'océan. L'os toucha la surface de l'eau, puis coula lentement jusqu'à disparaître complètement dans les profondeurs. Un profond soupir de soulagement s'échappa de sa poitrine. C'était fini. Il prit le chemin du retour, impatient de vérifier si la mallette était enfin libérée. Dès son arrivée à la maison, il se précipita vers le salon et ouvrit le coffre. Son sang se glaça. Le crâne était là. Cette fois-ci, le retour avait été instantané. Il ne s'était pas écoulé une journée comme auparavant. L'océan avait immédiatement rejeté l'objet. Makaya s'écroula sur le canapé, la tête entre les mains. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le soir venu, Bouanga remarqua l'inquiétude qui déformait les traits de son mari. « Qu'est-ce qui ne va pas, Makaya ?»« Rien. Juste, je réfléchis à plusieurs choses. »« Tu as touché à l'argent ?»« Pas encore. » Bouanga le fixa longuement, perplexe. « Si tu ne voulais pas utiliser cet argent, pourquoi l'avoir déterré ?» Maintenant qu'il est sorti de terre, il n'est plus en sécurité. Un jour, quelqu'un peut tomber dessus et tu seras incapable d'expliquer son origine. Tu risques de gros problèmes. Si tu ne veux rien en faire, alors remets-le là où il était.
Makaya serra les poings. Il ne pouvait pas remettre la mallette sous terre. Mais il ne pouvait pas non plus toucher à l'argent avec ce crâne qui trônait toujours dessus. Cette nuit-là, une nouvelle idée germa dans son esprit. Puisque le crâne revenait toujours entier, il devait le détruire définitivement. Quand tout le monde s'endormit, Makaya se leva discrètement, prit le crâne et une hache et sortit dans un endroit isolé. Il posa une natte sur le sol, y déposa le crâne et leva son arme au-dessus de sa tête. D'un coup sec, la lame de la hache fendit l'os, le brisant en deux. Il continua à frapper, encore et encore, réduisant le crâne en morceaux. Il martela avec rage, le transformant en fragments de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la poussière blanchâtre. À bout de souffle, il regroupa les minuscules morceaux, versa du pétrole dessus et y mit le feu. La flamme s'éleva, consumant ce qu'il restait du crâne. Lorsque tout fut réduit en cendres, il rassembla les restes, les enveloppa dans un sac et les jeta dans une poubelle voisine. De retour chez lui, il ouvrit la mallette. Le crâne n'était pas revenu. Il avait réussi. Soulagé, il alla se coucher. Mais au beau milieu de la nuit, il se réveilla en sursaut. Une douleur atroce lui transperçait la tête. Il se redressa, haletant, sentant un martèlement violent résonner dans son crâne. Bouanga, réveillé par ses plaintes, se redressa à son tour. « Makaya, qu'est-ce que tu as ?»« Ma tête !»« J'ai affreusement mal à la tête. » Elle se leva en hâte, alla chercher un linge humide qu'elle posa sur son front, mais Makaya se tordait de douleur. « C'est comme si on me cognait la tête. » La nuit fut un calvaire. Malgré les cachets qu'il prit, la douleur persistait, comme si quelque chose frappait l'intérieur de son crâne. Le lendemain matin, il alla consulter un médecin. « Depuis quand ressentez-vous cette douleur ?» demanda le docteur. « Depuis hier soir. C'est venu soudainement, comme si quelqu'un me frappait la tête avec un marteau. » Le médecin lui prescrivit des médicaments. Makaya les prit sans discuter, espérant un soulagement rapide. Mais la nuit suivante, la douleur revint, encore plus forte. Il se réveilla en hurlant, réveillant Bouanga et les enfants. « Makaya, qu'est-ce qui t'arrive ? Ma tête, c'est insupportable !» Il se roula sur le lit, les mains plaquées sur son crâne, comme si quelque chose tentait d'en sortir. Bouanga, paniqué, lui apporta un verre d'eau, mais il le repoussa d'un geste brusque. « C'est pas normal !» balbutia-t-il entre deux plaintes. Le lendemain, il retourna chez le médecin. Cette fois-ci, les médicaments ne faisaient plus effet. Quelque chose n'allait pas. Makaya savait au fond de lui que cela avait un lien avec ce qu'il avait fait. Alors, après des jours de souffrance, une seule pensée s'imposa dans son esprit. Il devait aller voir des hommes de Dieu, quelqu'un qui pourrait comprendre ce qui lui arrivait et peut-être le sauver. Makaya marchait d'un pas incertain vers l'assemblée chrétienne. Sa tête lui faisait affreusement mal, mais il n'avait plus le choix. Après avoir essayé toutes les solutions possibles, il en était venu à cette dernière option. Dieu seul pouvait le sauver. En entrant dans l'église, il se dirigea directement vers le bureau du pasteur. Dès qu'il fut en face de lui, il s'effondra sur une chaise, visiblement épuisé. « Pasteur, je suis à bout. Je ne sais plus quoi faire. Chaque nuit, j'ai des douleurs intenses à la tête. J'ai vu des médecins, j'ai pris des médicaments, j'ai consulté tous les spécialistes possibles, mais rien ne marche. Voilà pourquoi j'ai décidé de changer de voie et de venir voir les hommes de Dieu. » Le pasteur l'observa attentivement avant de répondre d'une voix assurée. « Mon frère, tu as bien fait de venir à l'église. Ce que la médecine n'a pas pu résoudre, Dieu le peut. Avec le Seigneur, il y a toujours une solution. »« Amen, pasteur !» répondit Makaya désespéré. « N'aie crainte, nous allons prier pour toi. Ce que tu ressens vient du diable et seule la parole de Dieu peut le combattre. » Les fidèles de l'église, réunis autour d'eux, répondirent en chœur. « Amen, Amen !» Le pasteur fit signe à ses diacres et aux autres membres de l'église. « Commencez la prière d'autorité sur notre frère Makaya. Le diable l'attaque avec ses douleurs à la tête, mais nous allons le délivrer. » Le pasteur resta sur l'estrade, la Bible à la main, prêchant avec ferveur pendant que les diacres commencèrent la prière sur Makaya. Les premiers mots s'élevèrent avec intensité, les mains se levèrent, les chants de louange montèrent. Mais au bout de quelques instants, quelque chose d'étrange se produisit. Un à un, les fidèles commencèrent à s'éloigner discrètement de Makaya. D'abord 1, puis 2, puis 3. Ils continuaient de prier, mais désormais à distance.
Le pasteur, qui prêchait toujours, remarqua ce comportement inhabituel et fronça les sourcils. « Pourquoi vous éloignez-vous » demanda-t-il d'une voix forte. Un des diacres s'approcha timidement et murmura « Pasteur, il se passe quelque chose d'étrange. Quand nous prions près de lui, nous ressentons tous des douleurs intenses à la tête, comme si nous étions en train d'être frappés de l'intérieur. » Un autre fidèle confirma « Moi aussi ! J'ai cru que c'était une simple migraine, mais dès que je me suis éloigné, la douleur a disparu. » Les murmures se multiplièrent, chacun affirmant ressentir la même chose. Le pasteur s'approcha alors de Makaya pour prier lui-même sur lui. Il posa une main sur son épaule et commença à invoquer la puissance divine. Mais au bout de quelques secondes, son visage se crispa. Il sentit une pression écrasante sur son crâne, comme si un poids invisible tentait de l'écraser. Lentement, il recula, tout en continuant de prier, mais il baissa progressivement la voix. Arrivé près de la porte de sortie, il murmura « Seigneur, c'est étrange. » Il se retourna vers ses fidèles et leur fit signe d'arrêter. « Makaya, ton cas est sérieux, très sérieux. Tu vas revenir demain, nous allons demander à Dieu de nous révéler comment combattre ce mal. » Makaya comprit immédiatement que la prière n'avait pas marché. Il essaya d'autres églises, mais le scénario fut le même. Dans certaines, les pasteurs fuyaient, dans d'autres, on l'accusait d'être un sorcier. À bout, il se tourna vers une autre option, les féticheurs. Mais là encore, dès qu'ils tentèrent leurs incantations, ils se plaignirent de migraines soudaines et violentes. « Monsieur, on ne peut rien faire pour vous !» lui lança un féticheur, visiblement paniqué. Makaya était désespéré. Son mal était devenu incontrôlable. Finalement, il prit une dernière décision. « Si les pasteurs et les féticheurs n'ont pas pu m'aider, je vais voir un prêtre catholique. Eux, au moins, ont des formules puissantes. Peut-être qu'ils sauront quoi faire. » Le lendemain, il se rendit à l'église catholique et demanda à rencontrer le prêtre. « Mon frère, qu'est-ce qui vous amène ?» demanda le prêtre. « Mon père, je souffre de terribles maux de tête. J'ai essayé tous les moyens, mais rien ne fonctionne. » Le prêtre l'écouta avec attention, puis commença à prier pour lui. Mais après quelques secondes, il s'arrêta brusquement. Il posa une main sur son propre crâne et grimaça. « Ce n'est pas normal, » murmura-t-il. Il fixa Makaya et demanda d'un ton grave. « Vous me cachez quelque chose. Quelle est la vraie origine de votre mal ?» Makaya hésita. « Non, mon père. C'est arrivé comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. » Le prêtre esquissa un léger sourire et secoua la tête. « Mon frère, je vois déjà ce qui vous arrive. Avant de vous délivrer, vous devez me dire la vérité. Dieu m'a montré une vision. J'ai vu un crâne brisé par une hache. J'ai vu des morceaux éparpillés, brûlés dans un feu. » Makaya sentit son cœur s'accélérer. Le prêtre avait vu la vérité, mais il ne l'accusa pas directement. Il lui laissa le choix de confesser ou non. « Que pouvez-vous me dire sur cette vision que j'ai eue ?» demanda calmement le prêtre. Makaya sentit ses mains trembler. « En fait, mon père, ce crâne-là, ce sont des gens jaloux de ma famille qui ont voulu nous nuire. Ils sont venus le déposer chez moi en cachette. » Le prêtre le regarda sans rien dire. « Makaya, vous n'êtes pas obligé de tout me dire, mais sachez que tant que vous ne confesserez pas la vérité, aucune prière ne pourra vous sauver. » Makaya ferma les yeux. Il savait qu'il n'avait plus le choix. Il prit une profonde inspiration, puis raconta toute l'histoire. Il expliqua comment Suleiman lui avait confié la mallette des années plus tôt, comment il avait tenu sa promesse jusqu'à ce que les difficultés financières le poussent à la déterrer, comment il avait découvert le crâne, comment il avait tenté de s'en débarrasser, et enfin, comment il avait pris une hache et détruit l'os avant de le brûler. Le prêtre resta silencieux quelques instants, puis hocha lentement la tête. « Makaya, ce crâne que vous avez vu, ce n'était pas un simple crâne. » Makaya le fixa, l'angoisse grandissant en lui. « Vous avez détruit votre propre tête. Voilà pourquoi vous ressentez cette douleur. Ce que vous avez fait est irréversible. » Makaya sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Allez consulter d'autres hommes de Dieu. Peut-être l'un d'eux trouvera une solution. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de réparer ce qui a été détruit. » Makaya quitta l'église, anéanti. Il venait de comprendre que sa situation était peut-être sans issue. Makaya avançait difficilement sous un soleil brûlant, ses pas lourds traînant sur le sol poussiéreux.
Chaque mouvement lui demandait un effort considérable. Il était épuisé, vidé de toute force, son corps amaigri témoignant des semaines de souffrance qu'il venait de traverser. Depuis qu'il avait appris la véritable origine de ses maux de tête, il n'avait plus osé toucher un seul billet de la mallette. L'argent était là, à portée de main, mais il lui inspirait une peur viscérale. Il avait essayé toutes les solutions possibles. Médecin, homme de Dieu, féticheur, prêtre. Rien n'avait marché. Il vivait avec la douleur, pleurant chaque nuit dans l'impuissance la plus totale. Ce matin-là, un voisin lui avait parlé d'un autre homme de Dieu, un certain pasteur Ntsimba, qui résidait dans un quartier éloigné. On dit que c'est un homme puissant. Il a guéri des cas que personne d'autre n'a pu résoudre. Makaya, malgré son désespoir, s'accrocha à cette dernière lueur d'espoir. Il ne pouvait pas abandonner, mais il n'avait plus d'argent pour prendre un taxi. Il décida donc de partir à pied. Il avançait lentement, sous une chaleur accablante, ses vêtements collant à sa peau moite. Il avait soif, une soif intense. Au bout d'une longue marche, il arriva dans un quartier modeste, aux maisons humbles mais bien entretenues. Il aperçut un jeune homme d'environ 16 ans assis près de la route. Makaya, à bout de souffle, s'arrêta et le salua d'une voix affaiblie. « Bonjour, mon fils. » Le garçon leva les yeux et répondit poliment. « Bonjour, papa. »« Quel est ton nom ?» demanda Makaya. « Je m'appelle Elliot. »« Elliot, je vais très loin, mais je n'ai pas d'argent et j'ai une soif terrible. Peux-tu me donner un peu d'eau si tu en as ?» Elliot, bienveillant, hocha la tête. « Ah, vous avez soif ? Il n'y a pas de souci. Venez, je vais vous donner de l'eau. » Makaya suivit Elliot jusqu'à une petite maison en briques où l'adolescent entra pour prévenir son père. « Papa, il y a un monsieur dehors qui m'a demandé de l'eau. » Un homme âgé, assis sur une chaise en bois, répondit calmement. « Donne-lui de l'eau du bidon. C'est celle qui est propre. » Elliot ressortit avec un gobelet rempli d'eau fraîche. « C'est de l'eau du robinet, mais c'est ce que nous avons. » Makaya prit le gobelet avec gratitude. « Merci, mon fils. Ça me suffit largement. » Il porta l'eau à ses lèvres et but lentement, appréciant chaque gorgée. Une fois rafraîchi, il soupira et s'essuya le front. « Puis-je me reposer un peu avant de reprendre ma route ?»« Bien sûr, papa. Asseyez-vous ici. » Elliot lui céda un petit tabouret en bois. Makaya s'assit, reprenant son souffle. Elliot, curieux, l'observait attentivement. Il voyait bien que l'homme devant lui n'allait pas bien. « Papa, est-ce que vous avez un problème ? Vous semblez préoccupé. » Makaya sourit tristement. « Laisse tomber, mon fils. Ce que je traverse est trop compliqué. » Elliot insista. « Mais vous pouvez me dire... » Makaya, fatigué de tout garder pour lui, soupira et répondit. « J'ai des maux de tête terribles. Chaque nuit, je souffre. J'ai tout essayé. Je suis allé voir les médecins, les pasteurs, les féticheurs. Personne n'a pu m'aider. Aujourd'hui, on m'a parlé d'un homme de Dieu. C'est là-bas que je vais... à pied. » Elliot hocha la tête avec compréhension. Il garda le silence un instant avant de dire « D'accord. Mais si jamais vous ne trouvez pas de solution là-bas, vous pourriez essayer avec mon père. » Makaya haussa un sourcil, surpris. « Ton père ? C'est un pasteur ? Un homme de Dieu ?» Elliot sourit légèrement. « Non, il n'est pas pasteur. Il n'est ni un voyant, ni un féticheur. Mais il a un don. » « Quel don ? Si vous lui racontez votre problème, il priera, et pendant la nuit, Dieu lui donnera la réponse en rêve. C'est toujours comme ça. Quand les gens ont un problème, ils prient, et Dieu lui montre en rêve ce qu'ils doivent faire. » Makaya esquissa un sourire sceptique. « Je ne doute pas des dons de ton père, mais mon cas est trop grave. Même des hommes de Dieu reconnus n'ont pas pu m'aider. Alors un simple rêve ? J'ai du mal à y croire. » Elliot sourit. « Je comprends, mais si jamais vous ne trouvez pas de solution, vous pourrez toujours essayer. » Makaya hocha lentement la tête. « Et vous vivez ici tous les deux ? » ?»« Oui, juste mon père et moi. Je pensais que tu étais son petit-fils. » Elliot rit légèrement. « Non, je suis son fils unique. Mon père s'appelle Édouard. Il n'a pas eu d'enfant dans sa jeunesse, et moi, je suis venu très tard. Malheureusement, ma mère est morte peu après ma naissance. Depuis, je vis seule avec lui. » Makaya sentit un pincement au cœur. « Tu es un garçon courageux. » Elliot haussa les épaules. « On fait avec ce qu'on a. Moi, je me bats pour nous deux. »
Makaya soupira, pensif. Il doutait encore de la méthode du père du jeune homme, mais il appréciait son honnêteté. « Merci pour l'eau et pour la proposition. Je vais continuer ma route. »« D'accord, mais si vous ne trouvez pas de solution, revenez. Vous n'avez rien à perdre. » Makaya se leva lentement. « Je vais y réfléchir. Merci, mon fils. »« Que Dieu vous accompagne, papa. » Makaya reprit son chemin, traînant ses pieds fatigués. Il arriva enfin chez le pasteur Nsimba, mais ce fut la même histoire. Malgré son honnêteté totale, malgré le fait qu'il ne cachait plus rien sur l'histoire du crâne et de la mallette, aucune solution ne fut trouvée. Makaya rentra chez lui, toujours prisonnier de sa souffrance. Une nuit, alors qu'il se tordait de douleur dans son lit, Makaya repensa à Elliot et à ce qu'il lui avait dit. Le lendemain matin, il prit une décision. Il se rendit dans le quartier du jeune homme et retrouva la maison. « Bonjour, Elliot. » Elliot leva les yeux, surpris et souriant. « Oh, bonjour papa, je me souviens de vous. » Il marqua une pause et enchaîna aussitôt. « Et alors, là où vous êtes allé dernièrement, est-ce que ça a marché ?» Makaya secoua tristement la tête. « Non, Elliot, ça n'a pas marché là où je suis allé ce jour-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu voir ton père, comme tu me l'avais dit dernièrement. » Elliot hocha la tête et lui fit signe d'entrer. « Alors, suivez-moi. » Ils pénétrèrent ensemble dans la petite maison modeste où vivaient Elliot et son père, Édouard. Makaya franchit le seuil de la modeste maison d'Édouard. À l'intérieur, l'air était frais et paisible, contrastant avec la chaleur écrasante de l'extérieur. Édouard l'accueillit avec un sourire bienveillant et lui fit signe de s'asseoir sur un tabouret en bois. « Soyez le bienvenu, monsieur Makaya, » dit Édouard d'une voix posée. « Mon fils m'avait parlé de vous dernièrement. J'imagine que vous n'avez toujours pas trouvé la solution. » Makaya soupira, secouant lentement la tête. « Non, je suis toujours au même point. Chaque nuit, c'est la même souffrance, les mêmes douleurs. Je suis à bout, c'est pourquoi je suis venu vous voir. » Édouard hocha la tête, puis prit une profonde inspiration. « Bien, alors expliquez-moi en détail votre situation. Dites-moi tout sans rien omettre. » Makaya se redressa et, pour la énième fois, raconta son histoire depuis le début. L'époque où son ami Suleiman lui avait confié la mallette, les années d'attente, l'instant où il avait cédé à la tentation et décidé d'ouvrir la mallette, sa découverte macabre du crâne humain, les tentatives infructueuses pour s'en débarrasser, jusqu'au moment fatidique où il l'avait écrasé et brûlé. Édouard l'écoutait attentivement, sans l'interrompre, hochant parfois la tête. Lorsque Makaya termina, Édouard garda le silence quelques instants avant de déclarer « Votre situation est vraiment complexe. Mais au moins, vous avez tout dit. Vous n'avez rien caché. C'est important. » Il se leva et croisa les bras. « Pour l'instant, je n'ai pas de réponse immédiate. Tout ce que je peux faire, c'est prier. Ce soir, je vais soumettre votre cas à Dieu et demain, nous verrons s'il me donne une réponse. Revenez me voir demain matin. » Makaya acquiesça. « D'accord, je ferai comme ça. » Après avoir pris congé, il rentra chez lui. La nuit qui suivit fut semblable aux autres. Insupportable. Les maux de tête l'assaillaient, le réduisant en larmes et en prières impuissantes. Au matin, il se prépara et, malgré sa fatigue, prit de nouveau la route à pied pour retourner chez Édouard. Elliot l'accueillit en souriant. « Bonjour, papa Makaya. »« Bonjour, mon fils. Ton père est là ?»« Oui, il est à l'intérieur. Entrez. » Makaya entra et retrouva Édouard assis, l'air méditatif. L'homme leva les yeux vers lui et prit un ton grave. « Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a révélé ce que vous devez faire. » Makaya sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je vous écoute. » Édouard prit un instant avant de poursuivre. « D'abord, avant d'aller plus loin, dites-moi, avez-vous déjà touché à l'argent de la mallette ?» Makaya secoua la tête avec vigueur. « Non, jamais. Depuis que j'ai détruit le crâne et que mes souffrances ont commencé, je n'ai plus osé toucher un seul billet. La mallette est toujours là, rangée dans un coin de la maison. Même ma femme n'y touche pas et n'est même pas au courant de l'histoire du crâne. Personne n'y touche. » Édouard sourit légèrement. « C'est une bonne chose. Voilà ce que Dieu m'a dit. Vous devez prendre cette mallette et la remettre exactement là où elle était enterrée. » Makaya fronça les sourcils. « La remettre là ? Mais le cadenas est cassé, le crâne n'est plus là. La mallette ne sera plus comme avant. » Édouard hocha la tête. « Vous devez également remplacer les serrures que vous avez détruites.
Il faut que la mallette retrouve son état initial, mis à part le crâne qui manque. Makaya réfléchit un instant. Très bien, je vais le faire. Il salua Edward et Elliot, puis rentra chez lui. Il acheta les mêmes carreaux, prit du ciment, une truelle et un marteau, puis se rendit dans un marché spécialisé pour faire remplacer les serrures de la mallette. De retour à la maison, il ouvrit à nouveau l'ancien trou, enleva le sable qu'il y avait mis, posa la mallette refermée avec ses nouvelles serrures, puis recouvrit avec la terre, coula le béton et reposa les carreaux. Ce fut une longue et épuisante journée. Cette nuit-là, malgré tout, les douleurs persistèrent. Le lendemain matin, il retourna voir Edward. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai remis la mallette, changé les serrures, refermé le trou et reposé les carreaux. Mais je ressens toujours la même douleur. » Edward hocha la tête. « C'est bien. La première étape est terminée. Maintenant, nous allons demander à Dieu ce que vous devez faire ensuite. » Makaya hocha la tête, résigné. Edward pria cette nuit-là et le lendemain matin, Makaya revint chercher la suite des instructions. Edward l'attendait, assis sur sa chaise, l'air plus grave que jamais. « Dieu m'a encore parlé. Cette fois, l'instruction est plus exigeante. » Makaya se redressa. « Peu importe la difficulté, dites-moi. Je suis prêt à tout faire pour retrouver ma paix. » Edward prit une inspiration. « La solution n'est pas ici à Pointe-Noire. Vous devez aller à Dakar, au Sénégal. » Makaya écarquilla les yeux. « Dakar ? Pourquoi là-bas ? » « Je ne sais pas. Tout ce que j'ai reçu comme révélation, c'est que votre solution se trouve là-bas. Vous devez organiser un voyage pour vous rendre à Dakar. Et vous ne devez pas y aller seul. Vous devez être 7. » Makaya semblait accablé par cette annonce. « Mais comment vais-je organiser un tel voyage ? Je suis fauché. Je n'ai même pas de passeport valide. » Edward posa une main sur son épaule. « C'est entre vos mains maintenant. Vous devez trouver un moyen. C'est votre seule chance. » Makaya rentra chez lui, perdu dans ses pensées. Il réfléchit longtemps, puis finit par se dire « La seule solution, c'est de vendre ma parcelle. » Le lendemain, il retourna voir Edward pour lui poser des questions sur la procédure. « Edward, j'aimerais avoir plus de précision. Si je vends ma parcelle pour financer ce voyage, je veux être sûr que cela aboutira à quelque chose. En plus, je ne sais pas où je vais trouver des candidats qui accepteront de m'accompagner. » Edward garda son calme. « Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai reçu. Je ne peux rien inventer. Si Dieu a dit que votre solution est à Dakar, alors vous devez y aller. » Elliot, qui écoutait attentivement, prit la parole. « Papa Makaya, ne vous inquiétez pas pour les 6 autres personnes. Je vais vous aider à trouver des gens qui vous accompagneront. Vous, concentrez-vous sur les moyens d'y aller. » Makaya hocha la tête. « D'accord. Merci, Elliot. » Le lendemain, il prit une pancarte et écrivit en gros « Parcelle à vendre », puis il la planta devant sa maison. Il venait de faire le premier pas vers son ultime espoir. Quelques jours après avoir affiché son panneau « Parcelle à vendre », Makaya se trouvait assis sur le perron de sa maison, l'air pensif. Le soleil plombait Pointe-Noire et il se demandait combien de temps il lui faudrait avant de trouver un acheteur. Soudain, une voiture ralentit devant sa parcelle et finit par s'arrêter. 2 hommes étaient à l'intérieur. « Regarde ça, Mwanda », dit le passager en pointant du doigt le panneau. « Tu as vu ? Cette maison est à vendre !» Mwanda, le conducteur, hocha la tête. « Oui, mais ça doit coûter une fortune, Tati. C'est une belle maison avec plusieurs appartements et une boutique en façade. » Tati, congolais d'origine mais vivant à Paris, était venu passer quelques semaines de vacances au pays. Il caressa son menton, réfléchissant. « Justement, j'ai toujours voulu investir ici. Ça ne nous coûte rien de nous renseigner. Arrête-toi, on va voir. » Mwanda acquiesça et coupa le moteur. Tous deux descendirent de la voiture et se dirigèrent vers la maison de Makaya. Ils toquèrent à la porte et après quelques secondes, Makaya leur ouvrit. « Bonjour, monsieur », lança Tati en souriant. « Bonjour, messieurs, entrez. » Les 3 hommes s'installèrent dans le salon. « Nous étions de passage en voiture et nous avons vu l'affiche indiquant que cette parcelle était à vendre, » expliqua Tati. « Nous voulions savoir si c'était bien cette maison et à combien vous la vendez. » Makaya acquiesça. « Oui, c'est bien celle-ci. Je la vends à 10 millions de francs CFA. » Mwanda siffla entre ses dents. « Ouf, 10 millions, c'est une grosse somme. » Tati, lui, ne semblait pas découragé. « Écoutez, votre maison m'intéresse, mais je ne vis pas ici, je vis à Paris. Je suis juste venue en vacances.
Je n'avais pas prévu d'acheter une maison, donc je ne dispose pas de la somme complète sur moi. Par contre, je peux vous donner 5 millions maintenant, en avance. Nous signons un papier officiel, une reconnaissance de dette, et dans 2 mois, je reviendrai avec le reste de l'argent pour finaliser l'achat. Qu'en dites-vous ? Makaya, qui avait un besoin urgent d'argent, n'hésita pas longtemps. « Ça me convient. Si vous pouvez me donner ces 5 millions demain, on pourra officialiser cela. »« Parfait. Alors nous reviendrons demain avec l'argent. » Après avoir échangé quelques formules de politesse, Tati et Mwanda prirent congé, laissant Makaya seul avec ses pensées. Il leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, merci. C'est toi qui as envoyé ces clients. C'est toi qui vas me donner la force d'aller jusqu'au bout. » L'après-midi même, Makaya se rendit chez Edward et Elliot pour les informer de la bonne nouvelle. « Elliot, comme je t'avais dit, j'ai mis ma parcelle en vente. Et aujourd'hui, un acheteur s'est manifesté. Il m'a dit qu'il me donnerait 5 millions demain en guise d'avance. » Elliot et Edward échangèrent un regard satisfait. « Que Dieu soit loué !» s'exclama Edward. « Oui, et c'est pour ça que je viens vous voir dès aujourd'hui. Je veux gagner du temps. Elliot, je voudrais que tu commences dès maintenant à chercher les 6 personnes qui vont m'accompagner à Dakar. Moi, je vais m'occuper de tout. Leur passeport, leur billet d'avion, leur hébergement. Ils n'auront rien à payer. Je leur demande juste de prier et de jeûner. » Elliot acquiesça, motivé. « Ne vous inquiétez pas, papa Makaya, je vais commencer tout de suite. » Elliot se rendit dans un endroit mouvementé du quartier, là où il savait qu'il pouvait trouver des jeunes désœuvrés qui seraient intéressés par une opportunité de voyage. Il arriva dans un petit maquis, un lieu où plusieurs jeunes se rassemblaient pour discuter, fumer, jouer aux jeux de dames. « Les grands, comment ça va ?» les salua-t-il en s'approchant. « Elliot, viens t'asseoir !» répondit l'un d'eux en tapant sur une chaise libre. « Merci, mais je ne vais pas traîner. Je suis venu vous parler d'une opportunité. » Les jeunes tournèrent la tête vers lui, intrigués. « Il y a un monsieur, Makaya, qui a une situation spirituelle compliquée. Il doit partir à Dakar et on lui a dit qu'il devait être accompagné de 6 autres personnes. Il prend en charge les passeports, les billets d'avion, le logement, tout. Votre seule mission sera de jeûner et prier pendant 7 jours. » Un silence s'installa avant que l'un des jeunes, Mabiala, éclate de rire. « Attends, tu veux dire qu'un vieux va nous payer un voyage, nous faire faire nos passeports, nous héberger et nous n'aurons qu'à prier ? C'est exactement ça. » Un autre, Willy, tapota l'épaule d'un de ses amis. « Les gars, c'est une opportunité en or. Depuis quand on a déjà pris l'avion, nous ? » « Jamais, frère !» renchérit Tibata. Les jeunes échangèrent des regards pleins d'excitation. « Nous sommes partants !» déclara Elenga. « Ouais, compte sur nous !» ajouta Patrick. Elliot sourit. « Parfait, je vais confirmer à Makaya et je vous recontacte demain. » Les jeunes hochèrent la tête avec enthousiasme. Le lendemain matin, Tati et Mwanda revinrent avec les 5 millions. Makaya rédigea une attestation provisoire spécifiant l'avance reçue et la date du paiement final. Une fois les documents signés, Tati remit l'argent à Makaya. « Nous nous reverrons dans 2 mois pour la suite. »« D'accord, merci beaucoup. » Makaya, une fois seul, remercia Dieu avec émotion. Dès l'après-midi, il se rendit de nouveau chez Edward et Elliot. « Elliot, c'est bon, j'ai reçu l'argent. »« Moi aussi, j'ai trouvé tes 6 compagnons. » Makaya rencontra les jeunes sélectionnés et leur expliqua la démarche. Ils acceptèrent tous avec enthousiasme. Dès le lendemain, les démarches administratives commencèrent. Casier judiciaire, acte de naissance, demande de passeport en urgence. Tout fut réglé en quelques jours. Makaya acheta les billets d'avion, réserva un hôtel pour la première nuit et prépara l'arrivée. Le jour du départ, toute l'équipe se réunit une dernière fois chez Edward. Ce dernier fit une prière solennelle pour les accompagner. Puis, ils prirent la direction de l'aéroport. Dans l'avion, les jeunes étaient surexcités. « Oh les gars, on est vraiment dans un avion là !» s'exclama Willy. « Et on va au Sénégal !» ajouta Patrick. Makaya, lui, restait silencieux. Il regardait par le hublot, le cœur battant. Ce voyage allait décider de son destin. L'avion de Makaya et ses compagnons atterrit à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Épuisés par le voyage, mais soulagés d'être enfin arrivés, ils récupérèrent leurs bagages et prirent un taxi en direction de l'hôtel qu'ils avaient réservé pour leur première nuit. Après une courte nuit de repos,
Makaya et ses 6 compagnons entamèrent les démarches pour trouver un logement temporaire. Ils contactèrent des courtiers et des agences de location, leur expliquant qu'ils recherchaient un studio pour une durée d'1 à 2 semaines. Un bailleur compréhensif accepta leur offre après négociation. Ils payèrent 1 mois de loyer sans caution, expliquant qu'ils ne resteraient pas longtemps. Dès leur installation, ils se rendirent au marché pour acheter des nattes et d'autres fournitures nécessaires à leur séjour spirituel. Le lendemain matin, ils entamèrent leur période de prière et de jeûne. Comme convenu, les 4 premiers jours, ils lisaient la Bible, priaient et faisaient des adorations, ne mangeant que le soir, un simple demi-pain accompagné de thé chaud. Même ceux qui n'étaient pas habitués à prier s'impliquèrent par respect pour l'accord qu'ils avaient passé avec Makaya. Le 5e jour, les choses devinrent encore plus éprouvantes. Ils passèrent à un jeûne sec. Ni nourriture, ni eau. Les corps s'affaiblissaient, les visages se creusaient, et certains doutaient de pouvoir tenir jusqu'au bout. Enfin, au matin du 8e jour, leur épreuve spirituelle toucha à sa fin. Makaya, sentant ses forces revenir légèrement, se tourna vers Willy, l'un des jeunes les plus résistants du groupe. « Va à la boutique d'à côté acheter du pain, du sucre, du lait et du Nescafé. On doit reprendre des forces. » Willy acquiesça et quitta le studio en direction de la boutique du quartier. Arrivé à la boutique, Willy frappa doucement sur la porte. Un homme d'une 30aine d'années lui ouvrit. Dès qu'il aperçut Willy, il comprit immédiatement qu'il avait affaire à un étranger. « Bonjour, monsieur », salua Willy. Le vendeur répondit immédiatement avec un léger sourire. « Bonjour. Je voudrais 7 pains, du sucre, du lait et du Nescafé, s'il vous plaît. » Pendant que le vendeur préparait la commande, il observa Willy attentivement, intrigué par son accent. Puis, tout en emballant le pain, il lâcha soudainement. « Toi, tu n'es pas d'ici, tu es congolais !» Willy, surpris par la précision de cette déduction, arqua un sourcil. « Hein? Comment tu le sais ?» Le vendeur esquissa un sourire. « Ton accent ?» Willy hocha la tête, impressionné. « Eh bien, tu as l'oreille fine. Effectivement, je viens du Congo. » Le vendeur sembla amusé. « Je m'en doutais! Moi aussi, je viens de là-bas. » Willy ouvrit grand les yeux. « Sérieux? Tu es congolais? »« Non, mais je suis né là-bas et j'y ai grandi. »« Alors, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Willy, curieux. Le vendeur poussa un soupir avant de répondre. « C'est une longue histoire. » Intrigué, Willy croisa les bras et s'accouda au comptoir. « J'ai du temps. Raconte-moi. » Le vendeur hésita un instant, puis se lança. « J'ai grandi au Congo avec ma famille. Mais quand le président Yombi est arrivé au pouvoir et a décidé d'expulser les étrangers, nous avons été contraints de quitter le pays. » Willy hocha la tête. « Oui, je me souviens bien de cette période. » Le vendeur continua, la voix plus grave. « Mon père, qui était mort depuis longtemps, avait été un homme d'affaires prospère. Il avait construit un empire avec plusieurs boutiques à Brazzaville, Pointe-Noire et dans d'autres localités. Mais lorsque l'expulsion a été décrétée, nous avons dû tout vendre et quitter le pays. » Willy fronça les sourcils. « Et votre argent ? C'est là que les choses se sont compliquées. Mon grand frère, qui était à la tête de nos affaires après la mort de notre père, a confié une grosse mallette d'argent à un Congolais de confiance. » Willy écoutait attentivement. Le vendeur poussa un long soupir. « Notre grand frère était le seul à savoir exactement où et à qui il avait confié cette mallette. Mais à notre arrivée ici, il a eu des problèmes. Il était persécuté par certains membres de la famille qui pensaient qu'il avait de l'argent. Après un moment, il est tombé malade. On a essayé de lutter, mais c'était compliqué. On n'avait pas non plus d'argent, donc c'était dur. Après plusieurs mois de souffrance, il a fini par mourir. » Willy secoua la tête. « Oh, c'est triste. Merci. Mais ce n'est pas tout. À sa mort, ses enfants ont fouillé la maison de fond en comble, pensant qu'il avait caché l'argent chez lui. Dans leur rage, ils ont foutu un désordre sans pareil. Toutes les affaires de Suleiman étaient éparpillées et mélangées. Au matin de ce chaos, les femmes, en essayant de remettre de l'ordre, avaient jeté et brûlé certains de ces documents par erreur, y compris les références de la personne qui gardait la mallette au Congo. Willy prit un air grave. « Et depuis, vous n'avez jamais essayé de retrouver cette personne ?» Le vendeur haussa les épaules, l'air résigné. « C'est impossible. Sans adresse, sans nom précis, nous sommes complètement bloqués. »« Vraiment une histoire triste, » murmura Willy. Le vendeur hocha la tête. « Oui, et nous, on galère depuis. Tout ça à cause de cette histoire. »
Il acheva d'emballer la commande et tendit le paquet à Willy. « Voilà, mon frère. »« Merci, » répondit Willy en tendant l'argent. Il prit ses provisions et quitta la boutique, retournant vers le studio. Willy revint enfin au studio, un sachet rempli de pain, de sucre et de lait à la main. Dès qu'il franchit la porte, il fut accueilli par une vague de protestations. « Hé, mais toi, depuis tout ce temps-là, tu es parti où ?» s'écria Mabiala en se levant brusquement. « Nous sommes ici affamés !» renchérit Elenga. « Tu sais bien qu'on t'attendait pour boire le thé. Pourquoi tu as mis autant de temps ?» D'autres jeunes s'y mirent aussi, haussant la voix, visiblement irrités. Willy, encore essoufflé, leva les mains en signe d'apaisement. « Attendez, attendez, calmez-vous !» Makaya, lui, observait la scène avec plus de retenue. Contrairement aux jeunes qui laissaient leur faim leur dicter leur impatience, il se montrait plus compréhensif. « Willy, tu as mis du temps. Il y avait du monde à la boutique ?» demanda-t-il d'un ton plus calme. « Non, en fait, non, » répondit Willy. « Je suis allé à la boutique qui est juste à côté. Mais le vendeur m'a raconté une histoire qui m'a vraiment touchée. Ça m'a captivé. Et voilà pourquoi j'ai traîné. »« Une histoire ?» répliqua Patrick, mécontent. « Une histoire qui t'a fait oublier qu'on mourait de faim ici ?»« Oh, vous aussi !» intervint Makaya pour calmer la tension. « Laissez-le au moins s'expliquer. C'est quoi cette histoire, Willy ?» Les jeunes, bien qu'impatients, se turent et fixèrent Willy avec curiosité. Le vendeur m'a tout de suite reconnu comme congolais grâce à mon accent. « Ah bon ?» s'étonna Ibata. « Oui, il vient du Congo-Brazzaville. En fait, lui et sa famille ont été expulsés lors des décisions du président Yombi. Ils sont nés là-bas, ont grandi là-bas, mais ont été contraints de partir. Et après ?» demanda Jean. « Ils avaient une situation stable au pays. Leur père possédait plusieurs boutiques. Mais au moment du départ, leur grand frère avait confié une mallette remplie d'argent à un Congolais de confiance. Sauf qu'en arrivant ici, ce grand frère est mort, et dans le désordre qui a suivi, ses enfants ont perdu les documents contenant les références de l'homme qui gardait la mallette. Aujourd'hui, l'argent est toujours là-bas, mais ils ne savent pas où ni comment le récupérer. » Makaya sentit son cœur se serrer. Il savait déjà que l'homme dont parlait Willy était un frère de Suleiman. Mais c'est lorsqu'il entendit « leur frère est mort » que son corps fut parcouru d'un frisson violent. Il avait l'impression qu'un marteau venait de s'abattre sur sa poitrine. Suleiman, mort, l'homme qui lui avait confié cette mallette, celui qui lui avait fait confiance, il serra discrètement les poings sous la table, maîtrisant son souffle pour ne pas trahir son trouble. Personne ici ne connaissait la véritable raison de leur présence à Dakar. Les jeunes ne savaient pas que leur mission était liée à cette histoire. Ils devaient se contenir. « C'est vraiment une histoire triste », finit par dire Makaya d'un ton mesuré. Les autres jeunes hochèrent la tête. « Oui, ça fait pitié », ajouta Mabiala. « Ils doivent être en galère », commenta Patrick. Makaya acquiesça en silence. « Bon, en tout cas, on va prendre notre thé », déclara-t-il finalement. Les jeunes cessèrent de parler et se concentrèrent sur leur repas. Mais dans la tête de Makaya, une seule pensée persistait. Il devait voir ce vendeur en personne. Après avoir pris le thé, Makaya prit une décision. « Moi, je vais faire un tour dehors. »« Où tu vas ?» demanda Willy. « Je vais juste aller voir quelque chose, » répondit-il. Sans en dire plus, il quitta le studio et se dirigea vers la boutique. Arrivé devant, il vit le vendeur en train de ranger des marchandises sur les étagères. Il s'avança et fit semblant de s'intéresser aux produits. « Bonjour mon frère. Vous vendez des cigarettes ici ?» demanda Makaya alors qu'il n'était pas fumeur. Le vendeur releva la tête. « Ah non, ici, on ne vend pas de cigarettes, monsieur. » Makaya afficha un sourire amusé. « Ah bon ? Pourtant, chez moi, il y a plusieurs de vos frères qui en vendent. Pourquoi vous n'en vendez pas ?» Le vendeur haussa les épaules. « C'est un choix. Mais si vous voulez, je peux envoyer quelqu'un vous en chercher. » Makaya hocha la tête. « D'accord, je veux bien. » Le vendeur appela un jeune du quartier et demanda à Makaya de lui remettre l'argent. Celui-ci partit ensuite acheter 2 bâtons de cigarettes. Puis, le vendeur se tourna vers Makaya. « Mais vous aussi, vous êtes congolais, non ?» Makaya sourit légèrement. « Oui, comment tu l'as deviné ? Votre accent… Ah oui, c'est vrai. Vous aussi, vous venez de Pointe-Noire ?» Makaya hocha la tête. « Oui. Oh, ça me fait plaisir de parler avec un frère du pays. » Makaya fit mine d'être surpris. «
Donc, vous êtes de là-bas? Oui, nous avons grandi là-bas. Nos parents étaient installés au Congo depuis des décennies. Nous avons toujours vécu là-bas, mais on a dû partir à cause de la politique. Le vendeur raconta alors à Makaya ce qu'il avait déjà dit à Willy. Makaya écoutait, hochant la tête avec intérêt, bien qu'il connaissait déjà la plupart des détails. Lorsque le vendeur évoqua la perte de la mallette et l'impossibilité de la retrouver, Makaya eut un pincement au cœur, mais il ne laissa rien paraître. « C'est vraiment une tragédie », dit-il simplement. Le jeune qui était parti acheter les cigarettes revint et remit les 2 bâtons à Makaya. « Merci, jeune homme. » Puis, avant de partir, il se tourna vers le vendeur. « Je repasserai ce soir. J'aimerais bien continuer cette conversation avec toi. » Le vendeur afficha un large sourire. « Avec plaisir. J'aimerais même qu'on puisse parler en Kituba. Depuis que nous sommes ici, je parle rarement cette langue. Je ne veux pas l'oublier. » Makaya lui rendit un sourire discret. « Ce sera avec plaisir. » Il quitta la boutique. Il venait de retrouver la famille de Suleiman. Mais maintenant, que devait-il faire? De retour au studio, Makaya demanda aux jeunes de s'asseoir sur les nattes. L'heure était venue pour lui de leur révéler la véritable raison de leur voyage à Dakar. « Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire », leur dit-il d'une voix grave. Intrigués, les jeunes s'exécutèrent, échangeant des regards interrogateurs. Makaya inspira profondément avant de prendre la parole. « Pendant que vous vous reposiez, je suis allé voir le vendeur chez qui Willy a acheté le pain ce matin. » Les jeunes sursautèrent. « Hein? Vous êtes allé là-bas » s'étonna Jean. « Oui, » répondit Makaya. « Willy, l'histoire que ce vendeur t'a racontée, en fait, moi, si je suis parti là-bas, c'était pour me rassurer. Mais maintenant, je vais vous dire la vérité sur la raison pour laquelle nous sommes venus ici. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Tous étaient suspendus aux lèvres de Makaya. « Tout a commencé il y a plusieurs années, lorsque mon ami Suleiman m'a confié une mallette pleine d'argent avant de quitter le Congo. Il m'a demandé de la garder en sécurité pendant 7 ans. » Les jeunes ouvrirent grand les yeux. « Suleiman » répéta Willy. « Attendez. » Makaya hocha lentement la tête et poursuivit son récit. « Après son départ, cette mallette est restée chez moi, enterrée sous ma maison. Mais un jour, lorsque j'ai voulu y accéder, j'ai découvert qu'un crâne humain s'y trouvait. L'atmosphère devint lourde. « Un crâne ?» balbutia Patrick. « Oui. J'ai essayé de m'en débarrasser, mais chaque fois, il revenait. Finalement, j'ai pris une décision fatale. Je l'ai brisé et brûlé. » Un frisson parcourut les jeunes. « Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à souffrir de maux de tête terribles. Rien ne pouvait me soulager. J'ai tout essayé. Les hôpitaux, les pasteurs, les féticheurs. Personne n'a pu m'aider. » Willy fronça les sourcils. « Voilà pourquoi, pendant notre jeûne, vous étiez souvent souffrant le soir. » Makaya acquiesça. « Exactement. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que notre voyage ici n'était pas un hasard. C'est Édouard, un homme que j'ai consulté, qui m'a dit que je devais venir à Dakar avec 6 autres personnes pour jeûner et prier. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait reçu cette instruction de Dieu. » Un silence religieux s'installa dans la pièce. « Aujourd'hui, après notre jeûne, voilà que nous retrouvons la famille de Suleiman. Par pur hasard ? Non, mes frères. C'est une confirmation que Dieu existe bel et bien. » Les jeunes, qui jusque-là étaient sceptiques sur la prière et la foi, étaient bouleversés. « Donc, vous êtes en train de nous dire que la personne qui gardait la mallette, c'est vous ?» demanda Willy, abasourdi. Makaya répondit d'un simple « Oui ». Les jeunes se regardèrent, estomaqués. « Et ça veut dire qu'en ce moment même, l'argent est toujours chez vous ?» s'exclama Ibata. « Exactement !» Les jeunes étaient en état de choc. Mais plus que le choc, une excitation palpable se lisait dans leurs yeux. Ce voyage prenait une toute autre tournure. Ils comprenaient maintenant qu'ils étaient au cœur d'une histoire incroyable et potentiellement très bénéfique pour eux. Mabiala secoua la tête, soufflé. « Waouh! Donc, c'était ça la mission ?» Makaya hocha la tête. « Oui, mais sachez que même Édouard ne savait pas précisément ce qui allait se passer ici. Il a simplement suivi les instructions divines. » Les jeunes restèrent pensifs. Certains, qui ne croyaient pas en Dieu auparavant, ressentaient une profonde remise en question. « Je vous le dis, mes frères, Dieu existe. Ce que nous avons vécu ici en est la preuve. » Willy soupira et regarda Makaya. « Alors, maintenant,
Qu'est-ce que vous comptez faire ?» Makaya prit une grande inspiration. « Ce soir, je vais retourner voir ce vendeur, le frère de Suleiman. Mais pour l'instant, je ne lui ai encore rien dit. Il ne sait pas que c'est moi qui ai gardé leur argent toutes ces années. »« Vous allez lui dire ?» demanda Jean. « Oui, mais je voulais d'abord vous mettre au courant avant de prendre cette décision. » Les jeunes hochèrent la tête, comprenant la gravité du moment. « En tout cas, vieux, ce qui vous arrive là, c'est incroyable, » murmura Willy. « Moi, avant, je ne priais pas. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai compris que Dieu peut vraiment changer le cours des choses. » Les autres acquiescèrent. « Moi aussi, » ajouta Mabiala. « Si nous souffrons, c'est souvent parce que nous ne demandons rien à Dieu. À partir de maintenant, je vais apprendre à prier. » Makaya leur sourit. « Je suis heureux d'entendre cela. » Après cette discussion, ils décidèrent d'aller manger quelque chose au restaurant. L'excitation et la curiosité emplissaient les esprits. Mais surtout, une étrange sensation que ce voyage allait bouleverser leur vie à jamais. Une fois rentrés au studio, la nuit tombée, Makaya se prépara pour sa rencontre avec le vendeur. Il salua les jeunes et se dirigea vers la boutique. Lorsqu'il arriva, le vendeur était déjà là, en train de ranger quelques articles. Dès qu'il le vit, il afficha un large sourire. « Ah, monsieur Makaya, vous êtes revenu ?»« Oui, comme promis. » Le vendeur hocha la tête. « Bon, comme il est tard, je vais fermer la boutique. Ça nous permettra de parler tranquillement, sans interruption. »« Bonne idée, » répondit Makaya. Le vendeur ferma la boutique, puis se tourna vers Makaya. « Moi, c'est Ousmane. J'avais oublié de vous donner mon prénom. » Makaya hocha la tête. « Enchanté, Ousmane. Venez, on va aller parler dans la parcelle. » Makaya suivit Ousmane. En entrant, Ousmane lui présenta quelques voisins. « Voici monsieur Makaya, un frère du Congo-Brazzaville. » Les voisins le saluèrent chaleureusement. Puis, Ousmane se tourna vers Makaya. « Venez, allons discuter un peu plus loin. Comme ça, on pourra parler tranquillement en Kitouba. » Ils s'installèrent à l'écart. Ousmane s'adossa contre un mur et fixa Makaya avec curiosité. « Dites-moi, monsieur Makaya, vous êtes venu ici pour des vacances ou pour une affaire particulière ?» Makaya sentit son cœur battre plus vite. Il savait que le moment de vérité approchait. Makaya observa Ousmane un instant avant de répondre à sa question. « En fait, je suis venu ici pour un problème, » déclara-t-il. « Nous ne sommes pas là pour une longue durée, juste 1 ou 2 semaines. » Il marqua une pause, puis sourit légèrement. Ousmane le fixa, intrigué. « Pourquoi souriez-vous » Makaya secoua doucement la tête. « Non, ça me dépasse. »« Ah bon ?» répondit Ousmane, de plus en plus curieux. Makaya inspira profondément avant de poursuivre. « Je suis venu ici pour un problème qui m'a tourmenté durant des mois, presque 1 année. Je suis venu ici pour une retraite, pour chercher une solution. Nous avons entrepris un jeûne de 7 jours. » Ousmane acquiesça. « 7 jours de jeûne ? Oui. L'homme qui m'a guidé dans cette démarche m'a dit que ma solution se trouvait à Dakar. Mais il ne savait pas comment elle allait venir. Il m'a juste demandé d'avoir foi et de venir ici avec 6 autres personnes pour prier et jeûner. » Ousmane était attentif. « Et comment ça s'est passé ? » « Nous avons fait 4 jours de jeûne où nous ne mangions que le soir, un morceau de pain et du thé. Et les 3 derniers jours, c'était un jeûne sec, sans nourriture ni eau. » Ousmane ouvrit légèrement la bouche, impressionné. « Et après ces 7 jours, » Makaya esquissa un léger sourire. « C'est aujourd'hui, le jour suivant la fin du jeûne, que j'ai trouvé ma solution. » Ousmane leva les mains vers le ciel. « Gloire à Dieu ! Mais c'était quel problème ?» Makaya plongea son regard dans celui d'Ousmane. « Tu te rappelles de l'histoire que tu m'as racontée tout à l'heure quand je suis venu acheter la cigarette ?» Ousmane fronça les sourcils. « Oui, l'histoire de l'argent que mon frère avait laissé au Congo. Oui, exactement. » « Qu'est-ce que ça a à voir avec ton problème ?» Makaya prit une profonde inspiration. « En fait, je ne suis pas venu acheter la cigarette. C'était juste un prétexte pour te parler, parce que moi, je ne fume pas. » Ousmane, intrigué, continua de l'observer. « Quand mon petit frère est venu ce matin et qu'il m'a parlé de ton histoire, je n'y croyais pas au début. Mais il fallait que je sois rassurée, que je l'entende de mes propres oreilles. » Ousmane était de plus en plus troublé. « Ah bon ?» Makaya acquiesça lentement. « Et quand je suis venu ici et que tu m'as confirmé cette histoire,
J'ai compris. Compris quoi? Makaya prit une dernière inspiration avant de lâcher la bombe. La personne à qui ton frère avait confié cette mallette, cette personne, c'est moi. Ousmane écarquilla les yeux. Il cligna plusieurs fois, comme s'il avait mal entendu. Quoi? Vous dites quoi? Makaya répéta calmement. Je suis la personne à qui Suleiman a confié la mallette avant de quitter le Congo. Un silence lourd s'abattit sur eux. Ousmane restait figé, cherchant à assimiler les paroles de Makaya. Vous êtes sérieux de ce que vous dites là? Balbutia-t-il. Vous êtes en train de me dire que la personne à qui mon frère, qui est mort, avait confié la mallette contenant notre argent, c'est vous? Oui, c'est moi. D'un coup, Ousmane tomba à genoux. Il leva les mains vers le ciel et, en wolof, lança une prière avec ferveur. « Seigneur, merci mon Dieu! Tu es incroyable! Tu as entendu nos prières! Nous étions désespérés. Nous souffrions alors que nous avions déjà réussi notre vie. Nos parents avaient semé pour nous, mais nous avons tout perdu. Nous avions perdu espoir. Aujourd'hui, tu nous rends ce qui nous appartient. Seigneur, je te rends grâce. » Il pria ainsi pendant plusieurs minutes, les yeux fermés, les mains levées. Les voisins, qui l'entendaient de loin, l'observaient avec curiosité, se demandant ce qui pouvait bien le pousser à remercier Dieu de cette façon. Lorsqu'il eut terminé, il se releva lentement, les yeux brillants d'émotion. Il s'assit face à Makaya, encore sous le choc. « Non, je n'arrive pas à y croire. Alors, raconte-moi tout. » Makaya acquiesça. C'est une longue histoire. Il commença alors à résumer toute l'histoire, depuis le jour où Suleiman lui avait confié la mallette, l'apparition du crâne, les tourments qu'il avait subis après avoir détruit ce crâne, sa maladie inexplicable et les épreuves qu'il avait traversées. Il expliqua ensuite comment Édouard l'avait orienté à Dakar sans savoir précisément ce qu'il allait y trouver. Ousmane écoutait, abasourdi. « C'est incroyable. Et ces maux de tête que tu ressens encore maintenant, ils sont toujours aussi intenses. Oui, chaque nuit. Même durant notre jeûne ici, je souffrais toujours. » Ousmane prit un air grave et posa une main sur l'épaule de Makaya. « Écoute-moi bien, Makaya. Moi, je suis le 3e frère de notre famille. Suleiman gérait nos affaires, et après lui, c'était notre 2e frère qui suivait. Moi, je ne connaissais rien de cette histoire de crâne, mais lui, peut-être qu'il en sait plus. Où est-il? Il est au village. Je vais l'appeler pour l'informer. Mais sache une chose, en tant que frère direct de Suleiman, cet argent m'appartient aussi. » Makaya hocha la tête, comprenant la logique de ses paroles. Ousmane le fixa droit dans les yeux et déclara « Tu as traversé l'enfer à cause de cette mallette, mais écoute-moi bien. Aujourd'hui, moi, je prends l'autorité sur tout ce qui a été fait autour de cet argent. Je romps toute malédiction attachée à cette mallette. À partir de maintenant, tu ne souffriras plus jamais de maux de tête. » Il posa une main sur la tête de Makaya. « Avec la foi que j'ai, avec ce que tu as fait, mon frère, tu vas dormir en paix à partir de ce soir. » Makaya, submergé par l'émotion, murmura « Amen. Merci, mon frère. » Ousmane hocha la tête avec conviction. « Maintenant, on va organiser notre retour au Congo. Vous restez ici encore combien de jours? » « Nous avions prévu une marche de 2 semaines. Nous repartons dans 6 jours. » « Parfait. Je vais appeler mon frère pour lui expliquer la situation. Il viendra ici et nous organiserons notre départ ensemble. »« D'accord, on fait comme ça. » Makaya et Ousmane échangèrent une poignée de main pleine de gratitude et de respect. « Merci, Makaya, » murmura Ousmane. « Tu ne peux pas imaginer ce que cela représente pour nous. »« Je te remercie aussi. Sans vous, je n'aurais jamais trouvé la paix. » Makaya se leva et prit congé. De son côté, Ousmane s'éloigna pour appeler son frère, Daouda, qui vivait au village. « Grand frère, il faut que tu viennes immédiatement à Dakar. C'est une urgence capitale. »« Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'expliquerai tout ici, mais crois-moi, c'est plus important que tout. » Daouda hésita un instant, puis acquiesça. « D'accord, j'arrive demain. » Ousmane raccrocha, le cœur battant. Makaya, quant à lui, retourna au studio, prêt à passer la première nuit sans douleur depuis des mois. Makaya franchit la porte du studio, fatigué mais serein. À l'intérieur, les jeunes étaient encore éveillés, l'attendant avec impatience. Dès qu'ils le virent entrer, ils se levèrent rapidement. « Ah bon, vous avez parlé ?» demanda Willy, les yeux brillants d'excitation. « Oui, on a parlé.
répondit Makaya en s'asseyant sur une natte. « Et ça s'est passé comment? Il a réagi comment ?» enchaîna Mabiala. Makaya sourit en voyant l'enthousiasme de ses compagnons. « Il était sous le choc, évidemment. Il n'y croyait pas au début. Mais une fois qu'il a compris que c'était la vérité, il a remercié Dieu avec ferveur. Il m'a même fait une prière. Il m'a promis que mes souffrances allaient prendre fin, que mes maux de tête disparaîtraient. » Les jeunes se regardèrent, impressionnés. « Vieux, vraiment? Cette histoire, ça nous fait du bien, » lança Patrick. « On est en train de vivre un miracle incroyable. » « Franchement, » continua Elenga, « merci de nous avoir permis de vivre cette expérience. C'est vrai que les 7 jours de jeûne étaient durs, mais après tout ce qu'on découvre maintenant, on se rend compte que ça en valait la peine. »« Oui, » renchérit Ibata. « Moi, je n'aurais jamais cru que ça finirait ainsi. On a souffert, mais maintenant, on sait que Dieu existe. » Les autres acquiescèrent en silence. « À partir d'aujourd'hui, on ne négligera plus jamais la prière, » déclara Jean. « Moi, même si je retourne chez moi après ça, je vais changer de vie, » affirma Willy. Makaya les regarda avec fierté. « Vous savez, tout ce qu'on a vécu ici, ce n'est pas un hasard. Dieu voulait nous enseigner quelque chose à tous. » Les jeunes hochèrent la tête, pensifs. Après quelques minutes de conversation, ils décidèrent de se reposer et passèrent la nuit dans le calme. Le lendemain matin, le soleil était déjà haut dans le ciel quand Willy et Mabiala remarquèrent que Makaya dormait encore. « Hé, vieux Makaya !» s'écria Willy en le secouant doucement. « Il est presque midi, tu n'es pas encore réveillé ?» Makaya ouvrit lentement les yeux, surpris. « Hein? Il est déjà tard? »« Oui, et tu sais quoi ?» reprit Mabiala. « Cette nuit, tu ne t'es pas réveillé comme d'habitude pour te verser de l'eau sur la tête. » Makaya s'assit sur sa natte, réalisant qu'il avait dormi profondément pour la première fois depuis des mois. « En tout cas, je n'ai jamais dormi comme ça depuis des mois, » murmura-t-il. « Mon sommeil était paisible et je n'ai souffert d'aucun mal de tête. » Les jeunes s'exclamèrent de joie et applaudirent. « Merci, Seigneur !» cria Patrick. « Oh, donc Ousmane avait raison !» ajouta Jean, rayonnant de bonheur. Makaya, encore sous le choc, posa une main sur sa tête. « Donc vraiment, ça a marché? Il m'a dit que je dormirais en paix, et ça s'est réalisé. » Il leva les yeux vers le ciel et murmura un remerciement silencieux. « Bon, » reprit-il après un instant, « nous avons encore 5 jours ici avant notre retour. On n'a plus grand-chose à faire. Je pense que ce serait bien qu'on profite un peu pour visiter la ville. » Les jeunes explosèrent de joie. « Ah oui, c'est une excellente idée !» s'exclama Willy. « Ah les gars, aujourd'hui on va visiter Dakar !» s'enthousiasma Mabiala. « On va enfin voir à quoi ressemble la ville !» renchérit Elenga. Chacun se prépara avec enthousiasme. Ils prirent leurs valises, enfilèrent leurs plus beaux vêtements et quittèrent le studio. Ils commencèrent leur visite par l'île de Gorée, un lieu chargé d'histoire. Ils se recueillirent un moment devant la maison des esclaves, touchés par les récits du guide. Ensuite, ils se rendirent au monument de l'indépendance, un symbole fort du Sénégal post-colonial. Ils explorèrent également le marché Sandaga, découvrant les couleurs et les senteurs de la ville. Après avoir arpenté les rues animées de Dakar, ils prirent un repas bien mérité dans un restaurant local, dégustant du thiéboudienne, le plat national sénégalais. Pendant ce temps, Ousmane attendait avec impatience l'arrivée de son frère Daouda. Ce dernier arriva en fin de matinée, inquiet après l'appel urgent d'Ousmane. Dès qu'ils furent réunis, Ousmane lui raconta tout ce qui s'était passé. « Tu ne vas pas y croire, Daouda. Nous avons retrouvé l'homme à qui Souleymane avait confié la mallette. » Daouda écarquilla les yeux. « Quoi? Tu es sérieux? »« Oui. Il s'appelle Makaya. Il est ici, à Dakar. Il a traversé un enfer à cause de cette mallette. Mais grâce à lui, nous pouvons récupérer notre argent. » Daouda resta un moment silencieux avant de murmurer « Allahu Akbar !» Les 2 frères organisèrent immédiatement une réunion avec leurs 3 autres frères restés à Dakar. Après de longues discussions, ils prirent une décision. Ousmane et Daouda retourneraient au Congo pour récupérer l'argent, puis organiseraient le rapatriement de la famille. Les jours suivants passèrent rapidement. Makaya et les jeunes profitèrent de leurs derniers instants au Sénégal, tandis qu'Ousmane et Daouda finalisaient leurs préparatifs pour le voyage. Enfin, le jour du départ arriva. Makaya et son groupe, accompagnés d'Ousmane et Daouda, prirent l'avion pour Pointe-Noire. À leur arrivée, les jeunes accompagnèrent Makaya jusqu'à chez lui.
Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, la femme de Makaya et ses enfants les accueillirent avec émotion. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Avec l'aide des jeunes, ils se mirent immédiatement au travail. Les marteaux et les burins en main, ils commencèrent à casser les carreaux et à creuser. Quelques minutes plus tard, la mallette apparut sous la lumière du jour. Ousmane et Daouda se précipitèrent dessus, l'ouvrirent fébrilement et découvrirent que tout était intact. « Tout est là !» souffla Ousmane, les larmes aux yeux. Les jeunes, en voyant la quantité astronomique d'argent, restèrent bouche bée. L'un d'eux, sous le choc, faillit s'évanouir. « Hé, mais pourquoi tu tombes ?» s'écria Willy en le rattrapant. « Frère !» balbutia Elenga. « C'est la première fois que je vois autant d'argent de ma vie. » Les autres éclatèrent de rire, mais un profond respect s'installa. Ousmane et Daouda, submergés d'émotion, s'agenouillèrent et prièrent pour remercier Dieu. Puis, après un moment de recueillement, Daouda prit Makaya à part. Daouda fixa Makaya d'un regard profond, empreint de reconnaissance. « Mon frère, en tout cas, ce que tu as fait, c'est incroyable !» commença-t-il d'une voix grave. « Je sais que ce n'était pas facile pour toi. En vérité, tu n'avais pas vraiment le choix, mais ce n'est pas tout le monde qui aurait eu le courage de faire ce que tu as fait. » Makaya hocha lentement la tête, écoutant attentivement. « Cet argent-là… » Daouda désigna la mallette du regard. « Tu vois bien que c'est une grosse somme. Mais nous, dans notre famille, nous sommes musulmans. Pour nous, l'argent vient après les relations humaines. » Makaya l'observa en silence. « L'argent est utile, il est important, mais il ne doit jamais être ce qui nous gouverne, » poursuivit Daouda. « Avant toute chose, nous avons été élevés avec une certaine éthique. Notre vie était déjà tracée, mais les circonstances ont fait que nous avons connu des années de souffrance et de galère. Nous avons tout perdu, et pourtant, aujourd'hui, nous retrouvons ce que nous pensions perdu à jamais. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. « Mais quelque part, cette épreuve a été une bonne chose. Elle nous a appris des leçons que nous n'aurions peut-être jamais comprises si nous étions restés seulement dans le bonheur et l'abondance. Ces 5 dernières années nous ont enseigné l'humilité, la patience et surtout la reconnaissance. » Makaya acquiesça, comprenant la portée des paroles de Daouda. « C'est pourquoi nous avons décidé de bien gérer cet argent. Et nous avons aussi pris une décision importante. » Makaya fronça légèrement les sourcils. « Quelle décision ? » « Nous n'allons pas juste prendre cet argent et te donner une petite somme en guise de reconnaissance, comme certains l'auraient fait, » expliqua Daouda. « Non, nous avons réfléchi avec mes frères depuis Dakar, et nous avons conclu que la meilleure chose à faire, c'est de diviser cette somme en 2. » Makaya ouvrit de grands yeux, incrédule. « Comment ça, en 2 ? » « Vous prendrez la moitié, et nous prendrons l'autre moitié, » déclara Daouda avec sérieux. Makaya resta figé un instant, les mots lui manquaient. Il scruta le visage de Daouda, cherchant à comprendre s'il plaisantait. Mais tout indiquait qu'il était parfaitement sérieux. « Quoi ? On va partager ça à 2 ?» souffla Makaya, la voix tremblante. Daouda sourit légèrement. « Oui, que cela ne t'étonne pas, mon frère. À vrai dire, nous étions désespérés. Nous ne pensions pas revoir cet argent un jour. Pour nous, c'est comme si Allah nous l'avait redonné du ciel. » Makaya n'arrivait pas à y croire. « Mais c'est votre argent, » murmura-t-il. « Certes, mais c'est toi qui l'as préservé. Et c'est grâce à ta foi et à ta persévérance que nous avons retrouvé la trace de cet héritage. Si tu n'avais pas décidé d'ouvrir la mallette, tu n'aurais pas découvert le crâne. Tu n'aurais pas été poussé à le brûler, ce qui a entraîné tes maux de tête et toutes ces souffrances. Tu n'aurais jamais cherché Édouard, et tu ne serais jamais venu à Dakar. Et aujourd'hui, nous ne serions pas là. Rien de tout cela ne serait arrivé. » Makaya sentit une vague d'émotion l'envahir. « Maintenant, » poursuivit Daouda, « cette moitié que nous te donnons, c'est à toi de voir comment tu veux la gérer. Mais moi, j'ai un conseil à te donner. Nous, dans notre famille, nous allons partager cette moitié de manière équitable entre nous tous. Nous considérons que personne ne mérite plus que l'autre. » Il posa une main sur l'épaule de Makaya. « Mon frère, toute personne qui t'a aidé dans cette aventure mérite aussi sa part. Ceux qui ont jeûné avec toi, ceux qui ont été tes guides spirituels, ceux qui t'ont soutenu, partage avec eux équitablement. Ne sois pas aveuglé par la tentation de tout garder pour toi seul. » Makaya hocha la tête, profondément touché. « Merci, Daouda.
souffla-t-il. Merci pour ces paroles. Je ferai ce qu'il faut. Alors, c'est réglé, conclut Daouda avec un sourire. Nous partagerons cette somme en deux. Ils retournèrent ensuite auprès du groupe. Nous avons parlé avec Makaya et nous avons pris une décision. Makaya vous expliquera tout demain. Les jeunes regardèrent Makaya avec curiosité, mais ils respectèrent son silence. Après cet échange, Daouda et Ousmane prirent congé, expliquant qu'ils devaient d'abord retrouver certaines connaissances et un endroit où séjourner. Les jeunes, quant à eux, décidèrent de rentrer chez eux retrouver leurs familles respectives. Mais avant cela, Makaya leur donna une consigne stricte. Ce que nous avons découvert aujourd'hui est une bénédiction. Mais tant que nous n'avons pas finalisé cette affaire, personne ne doit en parler à qui que ce soit. C'est une question de prudence. Les jeunes acquiescèrent, conscients de l'enjeu. Ils se dispersèrent pour rentrer chez eux, le cœur empli d'émotion et d'excitation. Makaya, lui, resta seul un moment. Il repensa à tout ce parcours, à toutes les épreuves qu'il avait traversées. Il regarda le ciel et murmura « Seigneur, vraiment, merci ». Il savait que cette nuit serait différente. Pour la première fois depuis longtemps, il dormirait en paix, sachant qu'il n'aurait plus jamais de soucis financiers. Le lendemain matin, comme convenu, Ousmane et Daouda arrivèrent chez Makaya. Ils tenaient une mallette plus moyenne, adaptée pour contenir la moitié de la somme totale. Après un dernier comptage, ils séparèrent l'argent en 2 parts égales. Daouda et son frère prirent leur part, la rangeant soigneusement dans leur mallette, puis se tournèrent vers Makaya. « Makaya, encore une fois, nous te remercions du fond du cœur, » dit Daouda avec émotion. « Ce que tu as fait, peu de gens auraient eu le courage de le faire. Grâce à toi, nous retrouvons ce que nous avions perdu et nous allons enfin pouvoir rebâtir nos vies. Que Dieu te bénisse et t'accorde encore plus, » ajouta Ousmane en posant une main reconnaissante sur l'épaule de Makaya. Makaya, profondément touché, leur serra la main avec chaleur. « C'est moi qui vous remercie. Ce que vous avez fait pour moi est tout aussi grand. Vous m'avez montré la valeur du partage et de l'honnêteté. » Après un dernier échange, Ousmane et Daouda quittèrent la maison, emportant avec eux leur part de l'argent. Après le départ d'Ousmane et Daouda, Makaya prit une décision. Il ne pouvait pas garder cette nouvelle pour lui seul. Il devait informer ceux qui l'avaient accompagné dans cette aventure, à savoir les 6 jeunes qui avaient jeûné avec lui, ainsi qu'Édouard et son fils Elliot. Il se rendit donc chez Édouard. Lorsqu'il arriva, il fut accueilli avec surprise. « Ah, monsieur Makaya, vous êtes de retour ?» s'exclama Édouard en lui serrant la main. « Oui, nous sommes rentrés hier », répondit Makaya avec un sourire. « Et comment cela s'est-il passé là-bas » demanda Elliot, curieux. Makaya hocha la tête. « Tout s'est bien passé, Dieu a fait grâce. Nous avons trouvé la solution à mon problème. » Il fit un bref résumé des événements de Dakar, expliquant comment ils avaient retrouvé le frère de Souleymane et comment tout s'était déroulé jusqu'à la découverte de la mallette. Puis, il ajouta « Mais avant d'entrer dans les détails, je veux que les 6 jeunes soient présents. Il faut qu'ils entendent cela aussi. » Elliot se porta volontaire pour aller les chercher. Elliot trouva les 6 jeunes dans leur coin habituel. Ils étaient assis sous un arbre, entourés de plusieurs autres jeunes du quartier, en train de raconter leur expérience à Dakar. Ils parlaient avec enthousiasme des monuments qu'ils avaient visités, des plats qu'ils avaient goûtés et de l'expérience incroyable d'avoir pris l'avion. « Ah, petit, c'est grâce à toi qu'on a pu goûter l'avion !» s'exclama Willy en voyant Elliot arriver. Ils le prirent par les épaules, riant et plaisantant. « C'était incroyable, frère !» ajouta Mabiala. « C'est vrai, mais Makaya vous attend !» annonça Elliot. « Il veut vous voir tous !» Le ton changea immédiatement. « Le vieux est là ?» s'étonna Jean. « Oui, il vous attend chez Édouard. » Sans perdre de temps, les 6 jeunes suivirent Elliot. Une fois réunis chez Édouard, Makaya demanda à tout le monde de s'asseoir. Il les regarda un à un avant de prendre la parole. « Mes frères, ce voyage que nous avons fait ensemble, cette aventure, ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi la vôtre. » Les jeunes acquiescèrent, impatients d'entendre la suite. « Comme vous le savez, nous sommes allés à Dakar chercher une solution. Et par la grâce de Dieu, nous avons trouvé bien plus que cela. Hier, Ousmane et Daouda, les frères de Souleymane, m'ont surpris. Ils ont pris une décision qui m'a bouleversé. » Il marqua une pause, puis lâcha la nouvelle. « Ils ont décidé de partager l'argent avec moi. Ils m'ont donné la moitié. » Un silence tomba dans la pièce.
Les jeunes se regardèrent, incrédules. Puis, d'un seul coup, ils explosèrent de joie. Certains tombèrent à genoux, les mains levées vers le ciel. « Seigneur, merci !» s'exclama Patrick, les yeux remplis de larmes. « C'est un miracle !» hurla Willie. Édouard et Elliot, eux aussi, étaient émerveillés. « Gloire à Dieu !» murmura Édouard, ému. Makaya leva la main pour calmer l'excitation. « J'ai réfléchi à tout cela et j'ai compris une chose. Si Dieu a permis que cet argent revienne entre mes mains, c'est aussi grâce à vous tous. Vous m'avez soutenu, vous avez prié avec moi, vous avez fait des sacrifices. Sans vous, je n'aurais pas réussi. » Il prit une inspiration. « C'est pourquoi j'ai décidé de suivre l'exemple de Daouda et Ousmane. Je vais partager cet argent équitablement avec vous tous. » À ces mots, un silence abasourdi tomba sur la pièce. Les jeunes n'en croyaient pas leurs oreilles. « Chaque personne ici recevra une part égale, » annonça-t-il. « Nous allons nous partager cette somme en 8 parts. Moi, je prendrai une part. Édouard et Elliot auront une part ensemble, et chacun de vous 6 prendra sa part. » Les jeunes étaient en pleurs. Ils tombèrent aux pieds de Makaya pour le remercier. « Vieux, tu as changé notre vie !» dit Mabiala en sanglotant. « On ne saura jamais comment te remercier » ajouta Ibata. « Ce que vous devez faire, c'est être sage et utiliser cet argent intelligemment, » répondit Makaya avec bienveillance. Le groupe prit ensuite 2 taxis et se rendit chez Makaya. Là, dans le salon, ils ouvrirent la mallette et comptèrent soigneusement l'argent. Ils le divisèrent en 8 parts égales. « Prenez chacun votre part, » dit Makaya. Après un moment de silence et de contemplation, chacun prit sa somme avec émotion. « Que Dieu te bénisse, Makaya !» souffla Édouard. « Ce n'est pas moi, c'est Dieu !» répondit Makaya. Les jeunes, cependant, réalisèrent rapidement qu'ils ne savaient pas où garder une telle somme d'argent. « Vieux, on ne va pas mentir, on ne sait pas quoi faire avec tout cet argent tout de suite !» confia Patrick. « On a peur de se promener avec ça !» ajouta Willie. « Si vous voulez, je peux le garder pour vous en attendant !» proposa Makaya. Les 6 jeunes se concertèrent du regard, puis acquiescèrent. « Oui, vieux, garde ça pour nous, le temps qu'on réfléchisse. » Édouard, lui, repartit avec sa part, tandis que les jeunes décidèrent de rentrer chez eux, le cœur léger et rempli d'espoir pour l'avenir. 2 mois plus tard, Tati, le Parisien, revint à Pointe-Noire pour finaliser l'achat de la parcelle. Comme convenu, il arriva avec son cousin Mwanda et remit à Makaya le reste de la somme. « Tout est en ordre, Makaya !» dit Tati en signant les documents. « Maintenant, tu as 6 mois pour libérer la parcelle. »« Merci, Tati. Mais j'aimerais te parler d'une autre chose. » Tati haussa un sourcil. « Je voudrais partir en Europe avec ma famille. Tu peux m'aider ?» Tati sourit. « Bien sûr. Avec ton argent et mes contacts, ça ne sera pas un problème. » Makaya réfléchit un instant, puis pensa aux jeunes. « J'ai 6 jeunes qui rêvent de partir aussi. Ils ont de l'argent, mais pas de bon circuit. » Tati hocha la tête. « Dans ce cas, qu'ils viennent me voir. On pourra en discuter. » Makaya prit rendez-vous avec Tati pour organiser leur rencontre avec les jeunes. Il voulait leur proposer une opportunité qui pourrait changer leur vie. Après avoir fixé un jour précis pour la rencontre, Tati repartit, laissant Makaya préparer les jeunes à cette nouvelle possibilité. Comme à son habitude, Makaya se rendit chez Édouard pour lui exposer son projet. « Tu veux les emmener en Europe ?» demanda Édouard, surpris. « Pas les emmener directement, mais leur offrir la possibilité d'y aller », répondit Makaya. « Avec ce qu'ils ont reçu, ils peuvent investir dans leur avenir plutôt que de risquer de gaspiller leur argent ici. » Édouard hocha la tête en signe d'approbation. « C'est une bonne idée. Je pense qu'ils seront intéressés. » Elliot fut immédiatement envoyé chercher les jeunes. Il les trouva toujours dans leur coin habituel, discutant avec d'autres amis. À son arrivée, ils l'accueillirent avec enthousiasme. « Petit frère, c'est encore toi !» s'exclama Willie en riant. « Makaya vous attend !» annonça Elliot. « Il a quelque chose d'important à vous dire. » Intrigués, les jeunes suivirent Elliot jusqu'à la maison d'Édouard. Une fois réunis, Makaya leur exposa son projet. « Je vous ai appelé parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Moi, je ne compte plus rester ici. Avec ce que j'ai, je vais partir en Europe. » Les jeunes s'échangèrent des regards, déjà impatients. « Vieux, parle bien! Nous aussi, on veut partir !» lança Mabiala. « Exactement! On a toujours rêvé d'y aller, mais on ne savait pas comment faire !» renchérit Patrick. Makaya sourit. « C'est justement pour ça que je suis venue.
L'homme qui a acheté ma parcelle vit en Europe. Il connaît des circuits sûrs pour partir légalement. Je lui ai parlé de vous et il est prêt à vous aider. » L'excitation dans la pièce était palpable. « Vieux, tu as bien réfléchi, hein ?» s'exclama Jean, enthousiaste. « C'est un projet sérieux, » précisa Makaya. « Ce n'est pas un voyage de plaisance, c'est une opportunité d'investir dans votre avenir. En Europe, vous pourrez travailler, poursuivre vos études et surtout aider vos familles ici. »« On est partant !» lancèrent-ils en chœur. Makaya fixa le jour de leur rencontre avec Tati, leur précisant qu'ils devaient venir préparer. Le jour convenu, Tati arriva chez Makaya. Après les présentations, il expliqua aux jeunes les démarches nécessaires pour leur départ. « Avec vos passeports et vos moyens financiers, ce sera plus simple, » leur dit-il. « Vous devez être prêts mentalement et administrativement. » Après quelques semaines de préparation et de démarches, le départ fut enfin possible. Makaya et les 6 jeunes quittèrent le pays pour l'Europe. Une fois en Europe, chaque jeune suivit son propre chemin. Certains trouvèrent rapidement un travail, d'autres investirent leur argent dans l'immobilier. Ceux qui avaient un bon niveau scolaire poursuivirent leurs études. Peu à peu, ils s'intégrèrent dans leur nouveau pays, envoyant régulièrement de l'argent à leurs familles restées au Congo. Makaya, quant à lui, s'établit dans une nouvelle ville avec sa famille, tournant définitivement la page de son ancienne vie. De son côté, Édouard connut un destin surprenant. Grâce aux jeunes qui avaient témoigné de ses dons et son aide incroyable dans la vie de Makaya, il devint une figure respectée dans son quartier. De nombreuses personnes venaient le consulter pour des conseils et des prières. Avec son argent et les donations des personnes qui trouvaient la solution grâce à ses rêves, il fit construire une nouvelle maison et ajouta plusieurs appartements à sa parcelle pour les louer. Elliot, quant à lui, retourna à l'école et se consacra pleinement à ses études. Malgré son âge avancé, Édouard trouva une compagne avec qui partager sa vie. Il vécut ses dernières années dans la sérénité et la reconnaissance. La famille d'Ousmane et d'Aouda, de leur côté, tint sa promesse. Après avoir partagé équitablement l'argent entre tous les frères, ils décidèrent également de donner une part à l'ancienne épouse de Souleymane, la mère de ses 3 enfants. Malgré leur séparation passée, elle faisait toujours partie de leur histoire, et ils jugèrent juste qu'elle bénéficie aussi de cet héritage. Avec ses moyens retrouvés, la famille se réorganisa rapidement. Tous ceux qui étaient restés à Dakar, ainsi que Daouda et les siens au village, prirent la décision de rentrer définitivement au Congo. Une fois sur place, ils relancèrent les affaires familiales avec une nouvelle vision, enrichie par les années de galères et de privations. Forts de leur expérience, ils prospérèrent encore plus qu'avant, non seulement en renouant avec leur succès d'antan, mais en développant davantage leurs entreprises. Cette fois, ils savaient mieux gérer la richesse, car ils avaient appris à la dure la valeur de chaque centime. Désormais, leur succès n'était plus seulement basé sur l'héritage de leur père, mais sur une véritable résilience forgée dans l'épreuve. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. La vie est paradoxale. Nous avons souvent tendance à regretter nos erreurs, à voir nos faux pas comme des échecs. Pourtant, ces mêmes erreurs façonnent notre destin. Si Makaya n'avait pas ouvert la mallette, il n'aurait jamais connu le crâne. Il n'aurait pas souffert des maux de tête qui l'ont conduit à chercher une solution. Sans cette souffrance, il ne serait jamais allé voir Édouard, n'aurait jamais voyagé à Dakar, et la famille de Souleymane n'aurait jamais retrouvé son héritage. Son erreur initiale, bien qu'apparente, était en réalité un mal nécessaire. Nous devons apprendre à accepter notre passé, nos erreurs et nos imperfections, car elles nous forgent. La réussite d'un homme est souvent bâtie sur ses échecs. Nos erreurs ne nous condamnent pas, elles nous enseignent. Ainsi se termine l'histoire de Makaya et de ses compagnons. Une histoire de destin, de foi et de rédemption. Et vous, quelles leçons retiendrez-vous de votre propre parcours ?